Bonjour à toutes et tous, salut OK Croisière, salut June, salut Kyle, salut Gentleman, salut Géolin Trépide, salut Cristal, salut Stone 2, salut Walid. Bienvenue dans le talk de France Info en direct sur Twitch et TikTok. Le talk de France Info, c'est 2 heures tous les jeudis de 17h à 19h pour tendre l'oreille à ce que nous raconte le métronome de l'actu politique, géostratégique, de la science, du web, de la tech et des idées. Avec pour tenir la mesure et répondre à vos questions en direct dans le chat des expertes et des experts. Vous posez vos questions, je les passe directement aux invités. Vos questions, s'il vous plaît, terminent par un point d'interrogation, sinon je ne vois pas que c'est une question. Vos interventions dans le chat, s'il vous plaît, vous les placez sous les ordres de la courtoisie et de la bienveillance. On est sur le service public. S'il vous plaît, au programme de ces 2 heures, de 17h à 18h, les tensions entre les États-Unis et l'Iran, sur fond de soulèvement populaire, de répression impitoyable et brutale du régime et de pourparlers sur la question nucléaire. Ce sera jusqu'à 18h. À 18h, on parlera d'inceste, de violences sexuelles incestueuses, parce que 5 ans après le MeToo inceste, après l'apparition de la Famille Grande de Camille Kouchner, la lutte contre l'inceste peine à devenir un problème public à part entière, avec ensuite des victimes, des familles broyées, et des professionnels qui s'épuisent à parfois prêcher dans le désert, l'inceste qui, selon un sondage Ipsos mené en 2020, touche un Français sur 10, c'est-à-dire 6,7 millions de personnes. On va parler de droit d'emprise de silence, d'échec collectif, et ce sera jusqu'à 19h. Pour l'heure et pour l'instant, il n'est jamais que 17h11, passé de 16 secondes à Paris, 2 heures de plus à Téhéran, la capitale iranienne, où comme partout dans le pays, la colère et la sidération ne retombent pas après les massacres survenus au début du mois de janvier, alors que les négociations semblent se profiler entre le pouvoir iranien et les États-Unis, notamment sur la question du nucléaire. Bonjour Farid Vaïd. Bonjour. Farid, vous êtes spécialiste de l'Iran à la Fondation Jean Jaurès, vous enseignez notamment à Sciences Po. La répression de ces derniers jours a été qualifiée de brutale, d'impitoyable, de très violente. Comment ça affecte la dynamique de la mobilisation ? Alors, comment ça affecte la mobilisation ? Ça a mis fin à la mobilisation, en tout cas dans la rue. Évidemment, il y a d'autres formes de mobilisation, il ne faut pas l'oublier, même si on a tendance souvent à l'oublier vu de l'extérieur. Mais ça affecte... En fait, les gens sont très choqués quand on parle à ceux qui sont en Iran, ceux de l'extérieur aussi, mais évidemment ceux qui sont à l'intérieur du pays. Il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu les dernières fois, c'est vraiment un effet de choc, de sidération, une ambiance très morbide, très noire. Il faut savoir qu'en Iran, on est à quelques semaines du Nouvel An. Le Nouvel An en Iran est célébré le 21 mars, le premier jour du printemps. Donc voilà, c'est un moment très important pour le pays. Et les Iraniens sont de nature joyeuse et avec beaucoup d'humour, pas d'habitude. Mais là, voilà, on voit beaucoup de silence, beaucoup de deuil, beaucoup de choc qui mènera plus tard, dans la deuxième phase, j'ai envie de dire, à beaucoup de colère et beaucoup de haine. Une colère et une haine qu'on voit déjà dans le pays. Mais il y a aussi beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes parce qu'il y a une promesse. Il y a une promesse américaine. Il y a une ligne rouge dessinée par le président des États-Unis. Et aujourd'hui, voilà, les Iraniens regardent avec beaucoup d'étonnement le fait que les Américains aillent complètement dans un autre sens, dans une autre direction. Et ils s'engagent dans ces négociations que je qualifierais, même si je suis d'habitude très diplomate, mais que je qualifierais de mascarade et de cirque. Mais voilà, on en est là aujourd'hui. Et les gens, je pense qu'ils regardent tout ça avec beaucoup de sidération et beaucoup de déception. C'est-à-dire que l'Iranien de la rue se sent abandonné par les États-Unis. Ils attendaient quelque chose des Américains ? Alors je parle de la majorité des Iraniens. Je ne parle pas évidemment des 92 millions d'habitants. On parle des tendances globales et de la majorité des gens. Ma question, c'est est-ce que l'intervention américaine avait suscité un espoir et est-ce que là, c'est un peu douché ? Ou est-ce que Alors oui et non. Ou est-ce que finalement... En fait, ce qu'il faut comprendre... les Iraniens, ils ne sont pas stupides, ils ne sont pas naïfs, ils sont très politisés, assez cultivés. Donc ils ne pensaient pas qu'au lendemain d'une attaque américaine, l'Iran serait transformé en une démocratie parlementaire norvégienne. Ce n'était pas la question. Mais il y a eu une ligne rouge. Et ça, c'est très important de le comprendre. Alors, on peut considérer ici en Europe que Donald Trump, il est particulier, que c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Voilà, j'essaye de rester très diplomate. Mais en fait, ça, c'est pas le problème des Iraniens. C'est pas le problème des Iraniens. Ça reste quand même le président des États-Unis d'Amérique. Ça reste le chef d'État le plus puissant du monde. Ça reste le chef de l'armée la plus puissante du monde. Donc en fait, il fixe une ligne rouge. Et personne ne l'avait obligé. Si j'étais son conseiller, je lui aurais peut-être dit on fait rien pour l'instant, on attend de voir ce qui va se passer. Il parle à plusieurs reprises. Et la dernière fois, il dit même patriote iranien, je le cite, prenez vos institutions, l'aide arrive. Voilà, vraiment cette formule que help is coming, l'aide arrive. Donc en fait, dès lors que vous avez fixé une ligne rouge, c'est comme Obama en Syrie, de ne pas faire quelque chose, c'est de faire quelque chose. Ça, il faut bien le comprendre. De ne pas le faire, c'est déjà une action. Donc aujourd'hui,
Je ne suis pas un va-t-en-guerre, hein, c'est pas la question. Mais en tant qu'analyste, hein, on essaye de regarder avec vraiment la tête froide ce qui se passe. Et s'ils ne font rien, le message qu'ils ont envoyé au régime, et Volodymyr Zelensky l'avait dit dans son discours en Suisse, le message qu'ils ont envoyé au régime à d'autres dictatures aussi, c'est que pour rester au pouvoir, il suffit juste de tuer beaucoup de gens, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 000 personnes. Et le message qu'ils ont envoyé à la population iranienne, c'est que vous êtes vraiment seul. Donc, je vais être encore vulgaire, ça veut dire démerdez-vous, vous êtes tout seul. Parce que les Iraniens, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent que si même quelqu'un comme Trump a peur d'intervenir contre le régime, c'est qu'on est vraiment seul. Donc paradoxalement, une non-intervention américaine aujourd'hui est une garantie de guerre civile en Iran. En fait, c'est ça aussi qu'il faut... Parce qu'on nous dit non, mais s'il y a intervention américaine, ça sera la guerre civile. Oui, mais s'il n'y a pas intervention, ça sera aussi la guerre civile. Parce que le régime ne laisse aucune porte ouverte, en fait, aujourd'hui. Si on écoute leurs discours, les podcasts, vous savez, en Iran aussi, il y a des podcasts très intéressants. Et quand on écoute les intellectuels proches du régime, les conservateurs, ils assument complètement ce qu'ils ont fait. Ils assument qu'ils ont tué des milliers de personnes. Ils se moquent de ceux qui sont morts. Et ils disent qu'on le fera encore. Ils disent, nous, on a fait comme ça pour arriver au pouvoir, faites la même chose. Donc quand même, vous êtes face à un pouvoir fanatique avec un mélange d'un côté, une branche minoritaire mais très dangereuse, messianique, qui soutient le régime par conviction. De l'autre côté, une branche qui soutient le régime en raison d'intérêts économiques majeurs. Mais en fait, ces deux groupes-là, ils vont jamais lâcher le régime. Ils seront prêts, ils l'ont dit, hein, ils le disent à la télé en Iran devant des millions de personnes, et ils disent qu'on sera prêt à tuer la moitié de la population pour rester au pouvoir. Donc en fait, vous êtes face quand même à ça. L'équation est telle. Donc aujourd'hui, encore une fois, si les Américains décident de ne pas réagir, on n'est pas encore là. Hein. Il y a beaucoup d'ambiguïté stratégique du côté américain. Il ne faut pas oublier que les attaques du mois de juin sont arrivées en plein milieu de négociations. Quand les Américains ils ont attaqué les installations nucléaires en Iran, c'était littéralement à la veille du 6e tour des négociations prévues entre le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi et Steve Witkoff. Donc les mêmes qui vont négocier demain, en fait, ils ont déjà négocié auparavant. Et pour les mêmes raisons qu'il n'y a pas eu d'accord auparavant, il n'y aura pas d'accord cette fois-ci non plus. Après, voilà, une petite nuance. Les Iraniens sont très malins, diplomates expérimentés. Ils connaissent aussi très bien l'opinion publique américaine, européenne. Ce qu'ils cherchent aujourd'hui à faire, en fait, c'est de gagner du temps. Alors, ils disent qu'on va négocier pour se mettre d'accord sur un cadre de négociation. Ça ne veut vraiment pas dire grand-chose. En fait, ils le font très bien, ça. Peut-être qu'ils seraient prêts à céder sur le nucléaire. Héloïse en parlera aussi. Mais en fait, c'est un non-sujet parce que depuis le mois de juin, de toute façon, ils l'ont perdu. Donc, en fait, ils sont prêts à céder sur quelque chose qu'ils n'ont plus. Ils sont très forts. Hein. En revanche, sur les missiles et les proxys, ils vont jamais lâcher sur ces deux sujets. Ils considèrent, encore une fois, j'écoute les intellectuels proches du régime, ils considèrent que de céder sur ces deux sujets, ça sera un problème plus existentiel, si vous voulez, qu'une attaque américaine. Ça veut dire qu'ils pensent pouvoir gérer une attaque américaine, mais de ne pas avoir des missiles qui pourront atteindre Israël ou de ne pas soutenir leur proxy. C'est toute la doctrine militaire iranienne. Il y a des éléphants dans la pièce. Hein. Il y a les proxys, il y a les missiles, il y a le nucléaire militaire notamment, pour comprendre ce que fait... Oui, ce qui existe... On va en parler. On sait pas. Et justement, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, Héloïse Fayet nous fait l'amitié d'un pas empressé, puisqu'il arrive tout droit des studios de France Télévisions, nos cousins de l'autre côté de la scène. Salut Héloïse. Salut. Héloïse Fayet, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI, responsable du programme de recherche, dissuasion et prolifération. Je te voyais amusée. Oui, non, parce qu'en fait, j'allais dire que j'avais plus rien à dire, étant donné que Farid a déjà tout dit. Ah, il nous reste quand même... non, je sais. Non, puis en plus, c'était très drôle, parce que, je détaille un peu ce que j'étais en train de faire. À France TV, en fait, il y a un documentaire sur l'Iran qui va être diffusé dans quelques jours. Et donc, je suis invitée au débat post-documentaire, et Farid intervient dans le documentaire. Donc là, on est dans on est dans une cohésion. Convergence des expertises. Voilà, c'est ça, convergence des expertises. Et non, mais je suis tout à fait d'accord, effectivement, que, en fait, je pense que des fois, on a tendance à centrer le problème iranien sur le nucléaire, alors que, je pense que tu l'as déjà rappelé, mais l'Iran n'a jamais eu d'armes nucléaires. Alors, ils ont certes fait pas mal d'expériences, et donc ils sont allés assez proches d'une arme nucléaire, mais avant 2003, donc avant les révélations sur le programme nucléaire iranien fait par l'opposition. Donc ça a été révélé ensuite par les Israéliens notamment, qui sont allés chercher dans les archives du régime iranien. Mais en réalité, et Farid l'a dit, les principaux problèmes
posés par l'Iran à la région, c'est les missiles balistiques et ce sont les milices chiites proches du régime, parce que ce sont eux, en fait, qui ont une capacité de nuisance. Aujourd'hui, vu que l'Iran n'a pas d'armes nucléaires, ils ne peuvent pas l'employer contre les pays de la région. Et puis, si jamais ils venaient à l'obtenir un jour, on se doute bien que ce serait plus dans une logique de dissuasion et de protection du régime, un peu à la mode nord-coréenne, pour aussi rétablir un équilibre avec Israël, Israël étant le seul État nucléaire au Moyen-Orient. Et donc, en fait, effectivement, paradoxalement, le nucléaire, au pire, ils y reviendront plus tard. Ils ont déjà fait des concessions là-dessus, effectivement, par le JCPOA. Ils peuvent mettre en stase, en fait, leur programme et leurs recherches, ce qu'ils font déjà aujourd'hui. Moi, je considère qu'ils n'ont pas encore tiré les leçons de la guerre des 12 jours, et qu'ils n'ont pas encore trop fait le choix. Est-ce qu'on va vers un programme nucléaire complètement clandestin? Mais dans ce cas-là, il faut être certain que les Israéliens ne peuvent pas le savoir, ne s'en rendent pas compte, ce qui me paraît un petit peu compliqué. Ou alors, est-ce qu'on abandonne pour le moment le nucléaire, sachant que ça leur a pas apporté grand-chose de positif d'aller vers une arme. Et donc, en fait, effectivement, aujourd'hui, la sauvegarde du régime, c'est déjà la situation économique intérieure qui est quand même désastreuse, une situation démocratique qui est non existante, et donc, effectivement, ces missiles balistiques et ces proxys qui représentent la menace pour la région. C'est quoi l'état de l'arsenal ? Alors pour l'instant, on ne sait pas trop, parce que du coup, ils ont quand même utilisé une bonne partie de leurs missiles balistiques de longue portée contre Israël, donc que ce soit en avril 2024, octobre 2024 et juin 2025. Ça, on ne sait pas à quel point le stock a été refait. Et puis surtout qu'Israël avait fait un ciblage assez précis justement des sites de stockage et de production de missiles en juin 2025. Mais ce qu'il leur reste par contre, ce sont des missiles de plus courte portée, donc 200, 300, 400 km, qui eux du coup peuvent traverser en fait le golfe. Alors sur France Info, je ne sais pas si on dit golfe arabo-persique ou golfe persique. Je ne sais pas du tout, Héloïse. On va dire le golfe pour effectivement frapper par exemple les Émirats, le Qatar. Donc le Qatar, ce qu'ils avaient fait en juin 2025. Ce qui explique du coup en fait la certaine retenue des pays de la région et qui ont essayé de convaincre Trump de ne rien faire, et pour l'instant ça tient parce qu'en fait ce seraient les premiers exposés si jamais il y avait en fait une opération américaine avec une riposte iranienne. Est-ce que le nucléaire est un prétexte pour les États-Unis, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre? Oui, alors, il y avait quand même une... En ce que ce serait un prétexte fallacieux. Non, il y avait une ambiguïté à l'époque, mais qui avait été réglée en 2015. Donc, si vous voulez, le problème nucléaire à proprement parler, entre 2015 et 2018, même s'il y avait des petits soucis, on va dire, dans l'accord, sur la durée de l'accord, mais c'était quand même en partie réglé. C'est-à-dire l'AIEA avait un contrôle parfait sur les activités nucléaires. L'Iran était plutôt un bon élève, en fait. Il faut rappeler, en fait. Vraiment à ce qu'on... Oui et non. Oui, sur le nucléaire. Mais en fait, tout le problème, si vous voulez, du JCPOA, c'est qu'on a traité, en fait, d'un dossier sans traiter des autres dossiers. Et il faut prendre un peu de recul. En 2015, on signe le 14 juillet l'accord sur le nucléaire. Donc, le dossier nucléaire est, disons, en partie réglé. L'année d'après, l'Iran connaît une forte croissance économique de plus de 12%. Et les Israéliens considéraient, à juste titre, de leur point de vue, que c'était problématique parce que ça donnait beaucoup de marge de manœuvre économique et stratégique au régime dans le soutien au proxy. Et à l'époque, les années 2010, c'est vraiment, on va dire, le top, on va dire, de l'influence iranienne, l'âge d'or de la force Rhodes. Alors, ils sont en Syrie, au Liban, en Irak, et quand même, ils contrôlent une bonne partie de la région. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis le 7 octobre, les Israéliens, en fait, ils ont décidé, et ils l'ont fait de manière assez méthodique, d'en finir avec, entre guillemets, évidemment, cet axe de la résistance. Donc, ils ont frappé très fort le Hezbollah. La Syrie, c'est pas eux directement, mais la Syrie n'est plus dans on va dire, dans la zone d'influence iranienne. Et donc, aujourd'hui, pour les Iraniens, il reste très peu, on va dire, de marge de manœuvre. Et je rejoins Héloïse aussi sur ce que tu as dit sur le nucléaire. En fait, je pense qu'il y a un problème aussi en France. C'est pas d'ailleurs que les médias, c'est aussi au Quai d'Orsay, à l'Élysée. En fait, on regarde ce pays qu'à travers cette question du nucléaire. C'est pas ça aujourd'hui le problème. Encore une fois, le problème, c'est qu'il y a eu des dizaines de milliers de morts. C'est que vous avez littéralement un pays qui est pris en otage. L'État iranien est défaillant dans toutes ses fonctions. L'économie iranienne est à l'arrêt. Alors, les protestations ont commencé à cause de la chute de la monnaie nationale. La monnaie nationale continue sa chute. Le taux d'inflation est plus élevé que ça, de plus de 50% depuis des années. La jeunesse iranienne n'a aucune perspective, à part partir, c'est le cas des élites, ou mourir dans la rue. Donc, en fait, c'est un pays qui est complètement à l'arrêt. Il y a une crise de l'eau. Je peux faire une liste, mais sans fin, sur les problèmes du pays. Donc, parfois, j'entends dans certains médias, on dit le régime tient. Non, c'est pas...
Un régime n'a pas pour seule vocation de tuer les gens pour rester au pouvoir. Le régime iranien ne tient pas. L'économie iranienne est inexistante. Encore une fois, la sécurité... Il tient l'Iran. Même pas, parce que vous savez, pour une dictature, même tenir bon d'un point de vue sécuritaire, c'est de ne même pas en arriver là. En fait, aujourd'hui, la situation elle est explosive en Iran. Et ce que je trouve extrêmement frustrant, c'est que pour gagner du temps, ils sont prêts à tout, notamment à sacrifier un programme nucléaire qui a tellement coûté cher au régime et qui n'a servi à absolument rien. Et ils font semblant aujourd'hui, avec les Américains, non mais venez, on va parler un peu de balistique, on va parler un peu de la région, avec des formules extrêmement vagues. Alors là, j'ai vu qu'ils disaient un pacte de non-agression, donc ça veut dire qu'ils ont demandé à leurs proxys de ne pas attaquer. C'est un non-sujet. Les proxys, non. Je veux dire, même après l'élimination de Soleimani, ils n'ont pas osé tuer un seul soldat américain. Ils connaissent quand même. Il y a eu des morts en Irak. En mars 2020, il y avait eu une frappe de missile. Une attaque par une milice qui avait tué trois Américains. Mais bon, c'était... c'est très peu donné pour recevoir beaucoup. Après, ça, c'est une vraie question aussi. On n'a pas du tout la réponse, parce que je pense que les Américains, de leur côté, ils ne l'ont pas non plus. Qu'est-ce que les Américains sont prêts à donner, en fait? Parce que la négociation, c'est ça. J'obtiens quelque chose, je donne quelque chose. Moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer une levée des sanctions secondaires, primaires. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à donner? Juste de faire reculer le Abraham Lincoln. En fait, c'est une négociation qui est très étrange, qui n'a pas vraiment de sens. Il y a plein de questions dans le chat. Je vous les donne comme ça. On y répondra au fur et à mesure. Vous choisissez celle qui vous plaît en premier. Cristalgre demande, le peuple iranien demande de l'aide. Il le souhaite, semble-t-il. Mais est-ce que Mais est-ce vers uniquement les Occidentaux qu'ils regardent, et en particulier les Américains, ou est-ce qu'ils attendent aussi de l'aide d'autres pays? Gentleman dit, si le guide suprême cède le pétrole aux États-Unis comme au bon vieux temps du chat, est-ce que les Américains continueraient à mettre la pression sur l'Iran? Commander Madness demande, lui, si la guerre civile est inévitable en Iran, si, est-ce que les États-Unis pourraient ou penseraient à faire quelque chose contre le régime, ou est-ce qu'ils laisseraient faire? C'est de la prospective. Oui. Il y a une quatrième question, allons-y. Et OK Croisière dit, et l'influence de la France dans la région? Alors, qu'est-ce qu'elle est devenue? Pas grand-chose, je pense. Est-ce qu'on a encore du poids? Non. Est-ce qu'on a encore du poids grâce à notre héritage historique et culturel dans la région? Est-ce que Chirac aurait tenu tête à Trump? Alors, Chirac je peux commencer avec cette question, et après, avec Héloïse, on va se compléter. Je donne le point de vue de la population iranienne. Attention, alors, c'est vraiment... Je vais rester très nuancé et diplomate. La France et l'Europe, de leur point de vue, n'ont aucune influence politique et géopolitique ou géostratégique. Alors, de leur point de vue, et pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils ont signé un accord en 2015. En 2018, les Américains sortent de l'accord, et les Français, malgré le fait qu'ils étaient dans l'accord, toutes les entreprises françaises quittent l'Iran. En fait, du côté iranien, ils voient l'Europe géopolitique un peu vassalisée. Ils disent, bon, de toute façon, si les Américains frappent, ils feront rien contre, et si les Américains ne frappent pas, ils vont pas frapper. Donc, de leur point de vue, il faut plutôt se concentrer sur les États-Unis. Et là où je nuancerais, la France a quand même une influence culturelle très importante en Iran. Je veux dire, moi j'ai grandi en Iran, l'école de la République islamique, et j'en suis l'exemple. On nous a enseigné Victor Hugo, André Gide, Albert Camus. Et comme tu dis, je suis venu en France, pas pour rien, c'est parce que j'ai été aussi séduit par la culture française. T'as étudié à Téhéran, semble-t-il? Moi j'ai grandi en Iran, à Téhéran, j'ai fait mes études d'ingé là-bas, donc il y a quand même il y a une influence culturelle. La France aussi bénéficie d'un capital sympathie important en Iran. Parce que contrairement au Royaume-Uni ou la Russie ou d'autres pays, il n'y a pas eu vraiment de tension entre les deux pays. Donc c'est ça qui est frustrant. En fait, l'Europe aurait pu avoir un rôle dans cette région, parce qu'entre, on va dire, le style américain et les positions chinoises, il y avait quand même quelque chose de plus modéré, de plus raisonnable à proposer au monde. C'est ce qu'on fait dans nos discours, mais on ne se donne pas vraiment les moyens, en fait, de mettre cette stratégie en œuvre. Donc voilà, c'est un peu frustrant. Ouais. Mais je pense effectivement que cette tentative de proposer une autre position, elle a essayé, en fait, on a essayé de la pousser aussi lors de la reprise des négociations, donc à l'époque de Joe Biden, quand il y a eu en fait l'arrivée au pouvoir de Biden, qui a correspondu avec l'arrivée au pouvoir aussi de Raisi, donc le président iranien qui est depuis mort dans un accident d'hélicoptère, si je me souviens bien. Ouais. Et donc en fait, voilà, il y avait eu cette reprise des négociations, et là la France avait un rôle assez important. Enfin, les trois pays européens signataires du JCPOA, donc l'accord sur le nucléaire iranien, donc France, Allemagne, Royaume-Uni, avaient un rôle assez important. Et en fait, il y a un facteur qu'on a tendance un peu à oublier, c'est quand même le début de la guerre en Ukraine. En février 2022. Rappelons que la Russie était signataire du JCPOA et que la Russie avait un rôle très important dans les négociations sur le nucléaire iranien. Et en fait, assez rapidement, la Russie s'est mise ouvertement du côté de l'Iran. L'Iran a commencé à soutenir la Russie dans son effort de guerre
en Ukraine. Et donc, en fait, d'un coup, il y a eu cette arrivée d'un autre dossier qui a compliqué les négociations. Et donc, c'était complètement ensuite impensable d'imaginer la photo de famille comme en 2015, effectivement, avec tous les présidents, chefs d'État, ministres des Affaires étrangères qui se serrent la main. Aujourd'hui, alors on pourrait imaginer Trump et Poutine qui se serrent la main, mais à l'époque de Biden, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Et donc là aussi, en fait, je trouve que c'est un facteur qu'on a tendance un peu à oublier sur l'influence de la France. Alors après, là, il y a quelques jours, effectivement, l'Union européenne, avec la France, vient de désigner les Gardiens de la Révolution comme une organisation terroriste, notamment du fait de leur rôle dans la répression. Vous en avez déjà parlé ou pas ? Pas beaucoup, non, Ouais. pas encore. Non. Et bon, alors, ça, c'est un rôle assez symbolique, hein, parce que de toute façon, il y a eu pas mal déjà de personnes iraniennes sanctionnées qui faisaient l'objet de sanctions, et puis on se doute bien que les gardiens de la Révolution n'ont pas forcément envie de passer de façon leurs vacances à Nice, ou, je sais pas, à Londres, Londres peut-être. Mais en France, c'est peut-être un peu compliqué. Mais voilà, c'est une tentative un peu de revenir dans ce jeu-là, mais de toute façon, maintenant, on voit que c'est directement entre États-Unis et Iran, parce que, comme tu l'as rappelé, le fauteur de troupe principal, c'est quand même Trump qui sort de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018. Donc, et je voulais répondre à 2 autres questions. Oui, alors la question sur les autres pays. Alors, moi, il y a un truc qu'il faut quand même garder en tête, c'est l'agentivité des Iraniens. Enfin, là aussi, je en ai peut-être déjà parlé, mais je veux dire, là, le mouvement... le concept d'agentivité, Oui, pardon. je crois. C'est qu'en fait, il ne faut pas penser que les manifestations, mais depuis 2009, depuis la Révolution verte, le mouvement Femmes, Vie, Liberté, ce genre de choses, ce ne sont pas des gens qui sont entièrement manipulés par des agents du Mossad ou des Américains. Il y a sûrement un soutien sur le territoire, mais ce sont surtout les Iraniens qui ont envie de plus de démocratie, de liberté, de meilleure qualité de vie. Et donc je trouve ça en fait un peu dommage des fois de dire mais ils ne peuvent rien faire tout seuls, ils ont absolument besoin que quelqu'un vienne bombarder leur territoire avec probablement, on n'en parle pas beaucoup, mais des victimes civiles qui seraient assez importantes, des plans de ciblage qu'on ignore. Et donc là, en fait, je trouve qu'il y a une hypocrisie énorme des États-Unis avec Trump qui pousse les gens à manifester en fait en leur disant l'aide arrive, et puis 3 semaines plus tard, en fait, déjà on se demande quelle aide ça aurait été, et puis en fait il a pas fait grand-chose. Et aussi, voilà, il y a un manque d'alternatives politiques en Iran qui peut être assez problématique. Et sur le côté du pétrole, alors je pense qu'on n'est pas du tout dans la même situation que dans les années 50, parce que déjà les États-Unis sont beaucoup moins dépendants du pétrole et des énergies moyen-orientales qu'avant. Et puis, on en a parlé, c'est une question de confiance. Enfin, honnêtement, je veux dire, je vois pas comment aujourd'hui le régime pourrait faire confiance aux États-Unis, sachant qu'en 2025, quand il y a eu les opérations israéliennes et américaines, c'était pendant une phase de négociation. Enfin, de négociation avec des gros guillemets, mais il y avait quand même des dialogues directs entre Américains et Iraniens, et puis tout ça a été réduit en missiles et en bombardier B2, quoi. Alors très brièvement, peut-être qu'on aurait dû commencer par ça, pardonnez-moi, notamment dans le chat, peut-être qu'on peut faire 5 minutes de lexique. On parle du régime des Mollahs, c'est certainement davantage le régime des gardiens de la Révolution. Oui. Qui sont-ils ? Qui sont les Pasdaran ? Alors, il faut vraiment historique avec le régime. Je ne sais pas, mais c'est pour ça que je l'entends tellement et je l'ai tellement dit. On ne le dit pas dans le talk. Non, bien sûr, mais je pense globalement en France, ça fait un peu fancy. On parle même parfois de régime mafieux, en fait. Non, mais ça c'est vrai. Ben voilà. Mais c'est pas non, mais la République des Mollahs, ça sous-entend que c'est tous des Mollahs avec des turbans qui contrôlent le pays, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est plutôt maintenant un régime comment on dit militaro-oligarchique. Vous avez en fait un bras armé, les gardiens de la Révolution, mais qui contrôle aussi en grande partie de l'économie du pays. Et en fait, si vous voulez, un ayatollah, un vrai ayatollah, ça veut dire un vrai religieux avec une influence religieuse, c'est des marionnettes eux-mêmes maintenant du système. Alors on peut effectivement dire qu'on dit le régime de Mollah parce que l'ayatollah Khamenei est le chef d'État. Alors déjà, c'est un État qui est très... On parle quand même de plusieurs millions de fonctionnaires avec des hauts conseils dans tous les sens, des ministères, c'est extrêmement structuré. Et même le guide, alors en français on dit le guide, en persan on dit plutôt Beit al-Ahbari, c'est un concept religieux, c'est-à-dire la maison du guide, c'est comme une cour royale. Quand on dit le guide, c'est une institution. Il y a tous ses conseillers et eux sont tous civils. En fait, c'est mal, comment dire, c'est choisir les mauvais mots de dire la République des Mollahs. C'est une république islamique, c'est un régime islamique qui a pour vocation de mettre quand même en œuvre une gouvernance islamique. Et ça, c'est important de comprendre, parce qu'on parle de toutes ces négociations dans la question sur le pétrole, qui est effectivement, de toute façon, les Américains n'ont pas besoin du pétrole iranien, mais c'est pas là le sujet.
le régime dans son ADN. Et aujourd'hui, vous savez, eux, ils veulent juste satisfaire leur petite base de partisans. Ça, c'est une rationalité occidentale de pays démocratiques de penser à la majorité. Eux, ils pensent à la minorité qui soutient le régime. Et cette minorité-là est foncièrement anti-israélienne, anti-américaine, anti-laïcité, donc anti-beaucoup de choses que les Iraniens majoritairement y aspirent. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, et c'est intéressant, juste avant notre émission, je regardais un podcast tourné en Iran de conservateurs iraniens proches du régime. Ils sont très énervés des négociations. Ils ne sont pas du tout contents. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de négociation ? Il faut les attaquer. Il faut d'abord les attaquer avant de se faire attaquer. Donc ce qui est quand même assez drôle, c'est que ces négociations-là, j'ai l'impression que c'est en train d'énerver tout le monde. Parce que tout le monde sait finalement qu'il n'y aura pas de vrai résultat. En tout cas, il n'y aura aucun résultat utile pour la population iranienne. Il n'y aura aucun résultat utile pour les Occidentaux, pour les Israéliens. Les seuls peut-être qui sont contents, c'est les pays de la région, ceux qui ne veulent pas en tout cas de cette opération militaire. Et effectivement, le régime, dans une logique de survie, il faut comprendre, le régime pense à une seule chose, à la fin, in fine, c'est de survivre. Et ça montre à quel point ils sont en position de faiblesse. S'ils acceptent, on n'en est pas encore là, de vraiment négocier sincèrement, concrètement avec les Américains. Enfin, vous parlez de la région, Quai Croisière pose une question. C'est lorsqu'on regarde les frontières de l'Iran, on se rend compte que, compte tenu des voisins très proches, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Irak, la Turquie, l'Iran pourrait étendre le conflit en cas de conflit, et ça deviendrait une véritable poudrière. Est-ce que ça serait une véritable poudrière ? Alors là où... Voilà, faut pas tout comparer non plus, mais la dernière carte, encore une fois, on a parlé au tout début, du régime iranien. C'est une carte qu'ils vont jouer s'ils sont face à un problème existentiel. C'est en fait de perturber le Golfe Persique. Donc ils peuvent pas le fermer. Il y a les Américains, les Français, les Britanniques, il y a quand même des coalitions de sécurité maritime dans la région. Même l'Union européenne a une mission dans la région. Donc ils vont quand même assez rapidement réussir à ouvrir le Golfe Persique. Et de toute façon, encore une fois, ça coûtera beaucoup plus cher aux Iraniens. C'est leur seul revenu aujourd'hui. Les exportations de pétrole chinois. Et les Chinois ne seront pas contents non plus. Donc c'est pas non plus... ça a coûté cher aux Iraniens de perturber le Golfe Persique. Mais effectivement, ils jouent beaucoup sur ça pour faire peur, en disant que si on tombe, on va créer un choc pétrolier, un choc économique mondial. Effectivement, si demain en France, vous avez 4 € le litre, les gens ne seront pas contents. Donc, mais voilà, quand ils parlent de déstabiliser, ils ont déjà déstabilisé la région. Je veux dire ça, bon, ils l'ont fait avec les proxys. Mais là, aujourd'hui, quand ils parlent de ça, ils pensent plutôt au Golfe Persique, à la sécurité maritime. Peut-être pour revenir justement sur la structure étatique iranienne, alors c'est rigolo parce que tu sais, plein de ministères, d'administration et tout, il y a un côté très français aussi. Voilà, un côté très français avec là-dedans. Le guide et le président. Voilà. Non, mais c'était pour rappeler qu'en fait, après justement juin 2025, en fait, il y avait des critiques au sein des plus durs en fait au sein du régime qui avaient dit que Khamenei n'avait pas agi d'une façon assez déterminée après justement ces événements-là. Parce que rappelons quand même que depuis effectivement donc avril 2024, qu'il y a eu les frappes israéliennes sur le consulat à Damas et après l'Iran qui réplique. Nasrallah tué, l'Iran réplique. Les frappes américaines et israéliennes, l'Iran réplique. À chaque fois, en fait, l'Iran, de son point de vue, du point de vue des gardiens et de l'administration, a réagi d'une façon qu'ils considèrent comme relativement modérée. Alors qu'en fait, du coup, ça les a totalement desservis. Et donc, en fait, le risque aujourd'hui, potentiellement, c'est celle d'une riposte... Voilà, c'est ça qu'ils ne fassent pas ça. C'est celle d'une riposte totalement... débridés parce que justement ils n'ont plus rien à perdre. Ils considèrent qu'ils ont tellement investi dans le programme nucléaire mais aussi dans le balistique, les réseaux de proxy et en fait la survie du régime, qui se disent bon tant pis, on va peut-être effectivement perdre une partie de la population et où on va perdre une partie des revenus avec des actions dans le Golfe Persique, tout ça. Mais le risque, en fait, c'est qu'on ne comprenne pas bien quelle pourrait être la riposte iranienne. Et c'est bien ça que les pays du Golfe, en fait, craignent. Parce que, comme je le disais, comme on le disait, ils sont en première ligne. Les Iraniens ne peuvent pas taper les États-Unis. Il y a peut-être des gens qui pensent que c'est le cas. Mais rappelons quand même que les missiles balistiques iraniens, ils ne peuvent même pas taper l'Europe. Les principales cibles, c'est Israël et les pays du Golfe. Alors, les plus durs en Iran, quand ils font des listes, ils font des listes pour dire s'il y a une attaque, on va faire ça, ça. Ils ne parlent pas du tout des bases américaines. Ils parlent de la bourse à Dubaï, ils parlent des centres de commerce à Abu Dhabi. En fait, c'est de jouer la carte de la déstabilisation régionale. Et ils l'avaient fait auparavant à Aramco. Avec un seul drone, ils avaient réduit de 50% la production d'Aramco. Alors, ça avait duré quelques heures. Encore une fois, après quelques heures, ils peuvent s'en remettre. Mais ça suffit après pour créer en fait un climat...
d'instabilité, de peur. Les pays de la région ne veulent pas de ça. Les pays de la région, ils ne veulent pas non plus forcément d'un Iran libre et démocratique. Aujourd'hui, en fait, la situation actuelle de l'Iran leur convient parfaitement, parce que c'est un rival qui est mis complètement, on va dire, hors système. Ça, avec le Qatar, par exemple, l'Iran a un énorme champ gazier en commun. On dit en persan South Pars, je ne sais pas comment ils disent pareil, côtés. C'est pareil. En fait, l'Iran est tellement sous sanction, ils ont tellement pas pu investir dans leurs infrastructures que c'est les Qataris en grande partie qui sont en train d'exploiter toutes ces ressources-là. Donc en fait, il faut comprendre, il y a tout ça. Il y a les intérêts économiques, il y a les intérêts aussi idéologiques. Une révolution démocratique qui fonctionne dans un pays, ça peut donner des idées aux autres. Oui, tout à fait. Il ne faut pas compter sur ces pays-là pour soutenir la population iranienne. Mais après, on revient sur nous. Encore une fois, c'est la question en fait, qu'on doit se poser, nous. C'est est-ce qu'on est à l'aise avec le fait qu'il y a eu des jeunes, 17, 18, 19 ans, qui sont sortis dans la rue. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent vivre comme nous. En fait, ça devrait quand même nous toucher. La cause iranienne, c'est une cause qui est très proche, en fait, finalement, de notre vision du monde. Ils veulent être libres, ils veulent vivre dans une démocratie, ils veulent une égalité entre les garçons et les filles, et ils veulent une séparation de la religion et de la politique. Et qu'est-ce qu'ils ont eu comme réponse ? Vous savez, les images sont tellement violentes que sur X ou Instagram, tout est flouté. Vous ne pouvez pas voir. Bon, moi, du coup, je regarde quand même sur Telegram. Ils ont tiré avec des balles de guerre dans la tête des gens. Vous avez des morts vraiment partout. Des dizaines de milliers de prisonniers. Prisonniers en Iran, ça ne veut pas dire comme les prisonniers à Marseille. Ça veut dire torture, ça veut dire viol. Je veux dire, on est face à ça. Donc, est-ce qu'on est à l'aise ? On n'est pas à l'aise, j'imagine. Alors, quand on n'est pas à l'aise, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ça ne suffit de ne pas être à l'aise ? Alors, à un moment, il faut être aussi dans l'initiative, dans la réaction. Alors, les Américains, encore une fois, on revient tout le temps aux Américains. Le problème, c'est qu'ils ont trop vite parlé. Alors ça, encore une fois, on peut faire la critique à l'administration Trump. Voilà, dans les vertus du silence, il ne faut pas parler trop vite. Ils l'ont fait. Et là, en fait, on est face à une situation, même pour moi, j'ai du mal à... C'est très compliqué. Parce que d'un côté, on voit qu'une intervention militaire, ça peut aller dans tous les sens. Ça peut très vite devenir explosif. Mais en même temps, une non-intervention, aujourd'hui, du point de vue iranien, avec tous mes proches, quand je parle en Iran, loin d'être des battants en guerre. C'est des gens du monde de la culture, du monde académique. Ils attendent quand même une réaction. Ça montre aussi le niveau de désespoir, on va dire, et ça montre à quel point les Iraniens, il y a quelques années, ça aurait été inimaginable. C'est des gens très patriotes qui sont très attachés à l'intégrité territoriale du pays. Et aujourd'hui, ils sont face à une telle misère, qui se disent, pourquoi pas ? Mais Donald Trump, je pense qu'il a mis tout le monde dans une situation, y compris lui-même, dans une situation extrêmement délicate. Parce que c'est pas que les tweets. C'est le déploiement massif d'équipements militaires dans la région. Donc en fait, quand on mettait autant de F-35, de F-15, de F-22, de porte-avions dans la région, c'est pour obtenir quelque chose, j'imagine. Du coup, il va pouvoir dire, si jamais il y a un pseudo-accord dans des termes qui sont acceptables pour les États-Unis et les Iraniens et qui tient 3 mois, il a eu un meilleur accord qu'Obama, donc c'est bon. Content, Il a pu faire pression sur l'Iran grâce à ses moyens militaires. Il a rassuré pendant un temps Israël et les pays du Golfe parce que ces moyens militaires sont aussi faits pour de la défense antimissile si jamais il venait y avoir une riposte iranienne. Et puis comme ça, pas de militaires américains au sol, pas de morts américains, pas de frappe, et puis il a son prix Nobel de la paix à la fin. Et puis voilà. Vous vous rendez compte à quel point c'est quand même... Je suis tout à fait d'accord. Ça va être ça, probablement. Mais on s'en rend compte à quel point c'est pas dramatique pour les Iraniens. En fait, la population iranienne aujourd'hui a le sentiment d'un abandon total. Parce que de toute façon, les Iraniens n'ont pas d'amis ou d'alliés. Moi, quand j'étais en Iran, c'est le sentiment aussi que j'avais souvent. Déjà, votre passeport, il vaut rien, donc vous pouvez aller nulle part. Alors, un Français ne s'en rend pas compte. Là, aujourd'hui, on peut aller en Suisse, en Norvège. En Iran, déjà, vous avez ce sentiment d'être coincé, en fait, dans les frontières du pays. Et en plus, les pays de la région, c'est pas vos amis, c'est pas les Turcs ou les Qataris qui vont vous aider. Les Européens, d'un point de vue civilisationnel et culturel, ce sont nos amis, mais ils sont hors jeu, parce que de toute façon, ils ont décidé d'être à côté, disons. Les Américains, ils sont très ambigus. En fait, l'Iran n'a pas d'alliés. Je vous parle de la population. Le régime, ils ont les Russes et les Chinois qui ne sont pas les meilleurs alliés du monde, mais bon. Oui, mais je pense que ça, c'est un point vraiment très important, notamment pour une éventuelle transition vers un nouveau régime et un nouveau système de gouvernance. Il faut, en fait, paradoxalement, offrir une porte de sortie aux dignitaires du régime.
Et on fait des fois la comparaison avec 79 et la Révolution. Et ben en fait, le Shah, vu qu'il était très proche des Européens, et ben ils ont pu arriver en France, faire leur belle vie en France, ce genre de choses, ou en Europe. Aujourd'hui, effectivement, on va pas pouvoir accueillir en Europe des anciens gardiens de la Révolution. Ils ne peuvent pas aller en Syrie, étant donné que le régime de Bachar el-Assad est tombé. Même pas en Russie. Voilà, en Russie, c'est pas top non plus. Il leur reste quoi? Bon, la Chine, pas sûr que la Chine les accueille. C'est existentiel pour eux la Corée du Nord, je pense que même un gardien de la Révolution n'ira pas de lui-même. Voilà, ne voudrait pas aller vivre en Corée du Nord. Bien aller au Venezuela. Voilà, c'est plus possible non plus. Alors, je sais pas, peut-être quelques pays d'Asie du Sud-Est, mais là aussi, en fait, c'est un peu ça le souci, à mon sens, de cette série de manifestations, c'est qu'ils n'arrivent pas à mobiliser effectivement l'intérieur du système sécuritaire parce qu'ils n'ont pas en fait de porte de sortie et surtout, bien, quelqu'un posait la question d'une guerre civile. Alors, j'espère qu'on n'en viendra jamais là, mais si jamais effectivement les gardiens et tout le système administratif et sécuritaire se sont coincés, et ben effectivement l'une des issues, alors pas une issue du coup, mais l'une même pas options, voilà, l'un des scénarios possibles, effectivement, ça serait une guerre civile un peu à la mode syrienne pour le coup. Tout à l'heure, tu as dit s'il y avait un changement de régime, mais ta langue a fourché, tu as dit système. Il pourrait y avoir un régime qui arriverait, qui chasserait le régime précédent, ou alors il est envisageable que cette mobilisation prospère, peut-être. La République islamique, in fine, elle tombera. Je veux dire, c'est l'histoire de l'Iran. Il y a eu des dynasties, ça part même du RSS, c'est tombé. Je veux dire, une dictature, à la limite, ça peut tenir un certain temps. Si ça fonctionne économiquement, par exemple, en Chine, la classe moyenne chinoise aujourd'hui est beaucoup plus prospère qu'il y a 20 ans. Après, vous pouvez me dire, non, mais en Corée du Nord, c'est sans aucune forme de mépris, mais la société civile iranienne, vous connaissez, c'est Marjane Satrapi, c'est Abbas Kiarostami, il y en a plein en Iran qu'on ne connaît pas. Donc c'est quand même une société civile très dynamique, ça ne va pas... En fait, ça ne doit pas marcher comme ça ne va pas durer éternellement. Mais c'est tout le danger, en fait. Là, aujourd'hui, on va tout droit vers une guerre civile. Parce que vous avez un régime qui montre aucune limite dans sa violence. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils nous disent les jeunes aujourd'hui en Iran? Ils disent que je ne vais pas ressortir la prochaine fois pour me faire tirer dessus. Ils ne sont pas suicidaires. En fait, le danger, c'est que l'Iran rentre dans une période de guérilla, de lutte armée intérieure. Il y avait un analyste, il y a 10 ans, qui disait la République islamique, qui est un analyste iranien qui, depuis, a été exécuté en Iran, et qui disait la République islamique ne tombera que par une intervention militaire extérieure et une lutte armée intérieure. Et moi et beaucoup d'autres Iraniens, on ne voulait pas... Voilà, on disait non. Il y a une autre voie, c'est la résistance politique, culturelle, et une fin à la soviétique. Ça veut dire un moment Gorbatchev en Iran avec un référendum et un effondrement interne. Alors, ce scénario-là, ça n'arrivera jamais avec Khamenei. Lui, c'est un Staline islamiste. Alors lui, c'est vraiment... Non, mais il est convaincu. C'est fort. Mais en fait, mais il faut l'écouter. Il est convaincu dans sa mission divine, en fait. Il fait même pas semblant. Il y croit. Donc, face à une personne, en fait, on va dire, de cette nature-là, avec une idéologie quand même très enracinée, il n'y a pas d'autre porte de sortie. C'est très malheureux de le dire, à l'heure actuelle, en tout cas, que par la violence. Mais il ne faut pas croire que la République islamique va durer éternellement. Encore une fois, n'oubliez pas, un pays, c'est aussi l'économie, un pays, c'est aussi... Et en fait, tout est à l'arrêt en Iran. Pour revenir juste à finir sur les Américains, de toute façon, les Américains détiennent... En fait, ils ont la clé. Parce qu'il n'y aura jamais de reprise économique en Iran sans un accord de toute façon avec les Américains. Donc, à la fin, c'est eux... Sans lever des sanctions. Oui, et surtout... c'est eux qui contrôlent tout. On a tendance à l'oublier un peu, mais depuis la mi-octobre, donc l'accord sur le nucléaire iranien dont Trump était sorti avait quand même perduré. Alors plus personne ne le respectait, les Iraniens ne le respectaient plus, mais il y avait encore en fait justement des sanctions qui étaient levées. Et puis en fait, vu qu'il a expiré, qu'il y a eu le snapback, donc la réimposition effectivement des sanctions avant l'expiration, et ça veut dire que toutes les sanctions mises en place par tous les pays de l'ONU avant la signature de l'accord sont de retour. Et donc c'est ça aussi qui a provoqué une crise économique majeure. Après, il faut se dire que l'ayatollah Khamenei, maintenant, il a 86 ans, donc il finira par entrer en occultation majeure ou décéder dans quelques années. Mais 86 ans, c'est jeune, quand même. Il n'est pas très fort. Après, c'est un peu comme toutes les rumeurs sur la santé de Vladimir Poutine. 2-3 ans, je pense, maximum, il sera parti. Mais après, qui est-ce qui le remplace? C'est un peu ça, la question aussi. Maël Fari, dans le chat, s'il y a une transition démocratique, est-ce qu'il serait pertinent que l'Iran accède à l'acquisition d'une dissuasion nucléaire ou balistique plus importante pour éviter qu'Israël ou les États-Unis étendent leur influence de manière trop importante? J'aimerais bien en être là, mais on n'en est pas encore là. C'est vraiment des débats, on va dire, lointains. Mais il est vrai qu'à l'époque même du Shah, je veux dire, le programme nucléaire iranien a débuté à l'époque du Shah. Et connaissant quand même
on va dire, le peuple iranien et cette volonté quand même de puissance, je dirais pas quand même hégémonique, mais régionale, il n'est pas, complètement illusoire de croire que même un Iran démocratique voudrait quand même déjà une production d'électricité nucléaire, parce que l'Iran a un gros problème énergétique. Donc, de toute façon, la question du nucléaire civil en Iran sera toujours sur la table. Et sur la dissuasion nucléaire, peut-être pas. Héloïse connaît mieux le sujet. Je pense que de toute façon, la dissuasion nucléaire n'empêche pas non plus de se faire agresser. Donc, je ne sais pas s'ils iront dans ce sens-là. Oui, et ça puis dépend. Une bombe ne fait pas la dissuasion nucléaire. Il vous faut en fait plusieurs bombes, plusieurs dizaines, opérationnelles, avec des moyens, des vecteurs, c'est-à-dire des missiles, des bombes à gravité que vous allez pouvoir larguer depuis des avions, des missiles que vous tirez depuis le sol. Il vous faut une doctrine, ce genre de choses. Des sous-marins ou des rafales. Sinon ça sert à rien. Ce serait rigolo qu'on leur vende des rafales dans une transition démocratique, mais non. Non, mais après, il y a quand même un obstacle. Il y a quand même un obstacle juridique, effectivement, c'est que l'Iran est encore signataire du traité de non-prolifération nucléaire. Alors, il pourrait s'en retirer, mais le seul pays qui s'est retiré du TNP, c'est la Corée du Nord. Et comme on disait, on ne peut pas du tout comparer Corée du Nord et Iran. Je doute que l'Iran veuille vraiment s'engager sur la voie nord-coréenne. Donc non, je ne vois pas trop, en fait, même avec un Iran ouvert, et du coup, mais paradoxalement, qui, une fois démocratique, peut-être se sentirait moins menacé par ses voisins et donc aurait moins besoin d'une arme nucléaire. Et puis après, il y a quand même la question israélienne, parce que rappelons, comme on l'a dit, que le seul État qui a une arme nucléaire au Moyen-Orient, c'est Israël. Donc est-ce que l'Iran voudrait une sorte de parité avec Israël? Mais je pense que s'il y a un nouveau régime plus ouvert, je pense qu'ils auront d'autres problématiques à gérer avant d'aller... cette question, on ne se posera pas trop, dans le sens où s'il y a changement de régime, quand il y aura changement de régime, j'ai envie de dire, si le nouveau régime représente, on va dire, la majorité des Iraniens, ça sera un Iran qui sera de toute façon de retour dans l'orbite occidentale. Ce sera un Iran qui sera allié des États-Unis, qui normalisera avec Israël. Vous savez, ils ont déjà tout écrit, les accords de Cyrus, normalisation. En fait, l'Iran de demain, l'Iran d'après République islamique, n'aura pas peur en fait d'une attaque israélienne ou américaine. Donc, pour répondre à la question, après, est-ce que ça les touchera dans leur fierté de ne pas l'avoir ? Peut-être, mais c'est un non-sujet. Il n'y a que 9 pays qui ont l'arme nucléaire dans le monde. C'est ça, et ils auront à s'occuper de l'économie. Je veux dire, l'Iran a des vrais problèmes existentiels. Pour le coup, la crise de l'eau est un problème existentiel en Iran. Donc, ce n'est pas le nucléaire qui sera à l'ordre du jour. Chers amis, il nous reste 8 minutes et on doit parler un peu de New Start. Je vous propose de répondre à 2 questions et après on parle de New Start. Une question du chat d'abord. Le chat. Harry qui dit la population potentiellement révolutionnaire a-t-elle la capacité matérielle, en termes d'armement par exemple, de réussir une révolution? La réponse est non. Non, pas aujourd'hui. Surtout pas si on ne veut pas s'orienter vers un scénario de guerre civile, effectivement, c'est mieux qu'il... Et une question de moi avant de parler de New Start, il y a quelqu'un qui cause beaucoup par-delà l'Atlantique, c'est Reza Pahlavi. Comment il est perçu en Iran? À tout le moins, il n'est ni vraiment charismatique, ni vraiment consensuel. Vas-y. Allez, alors, je vais faire une réponse les Anglais. ultra nuancée, avec du recul. Bon. Il y a une dynamique. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de dynamique. Parce qu'il y a les slogans, il y a les... Reza Pahlavi, pardon. Le fils du dernier Shah d'Iran. Pardon, excusez-moi. Le fils du dernier Shah d'Iran. Alors, ça ne veut pas dire que les Iraniens sont en majorité aujourd'hui pour une monarchie absolutiste style Louis XIV en Iran. Ça veut dire que de plus en plus d'Iraniens, effectivement, voient en lui un potentiel leader d'une transition vers un Iran démocratique. C'est ce qu'il prétend vouloir faire aussi. Après, c'est quand même intéressant de comprendre tout ça. Comment la République islamique, après plus de 47 ans maintenant de pouvoir, en était arrivée là? Parce que la République islamique, à l'école, a transmis aussi une haine considérable. Ils ont essayé de le faire de la dynastie Pahlavi. La dynastie Pahlavi qui était très anticléricale. Donc en fait, dans une contre-réaction, j'ai envie de dire, les Iraniens maintenant détestent tellement le régime. Si le régime leur dit qu'il fait nuit, ils vont dire qu'il fait jour. Et c'est vrai qu'à titre de comparaison, c'était mieux. Donc en fait, il y a ce retour-là, on va dire, vers la dynastie Pahlavi. C'est aussi l'absence d'alternatives à l'intérieur du pays. Parce qu'à l'intérieur du pays, dès que vous devenez un peu important politiquement, si vous êtes de l'opposition, vous allez finir en prison. Là, Reza Pahlavi, il a les mains libres à l'extérieur d'aller parler à des chefs d'État, de faire du lobbying, d'agir. Donc, en fait, c'est une dynamique compliquée, c'est complexe, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais encore une fois, n'oubliez pas que demain, dans un Iran libre, le Parlement iranien sera encore plus éclaté que le Parlement français. Et aujourd'hui, personne ne peut vous dire quel sera... Je veux dire, ça n'est même pas le sujet. Encore il faut pas se perdre. Le seul sujet aujourd'hui pour les Iraniens, mais ça devrait être aussi la question un peu pour tout le monde, c'est comment ce peuple pourrait se libérer enfin, en fait, de cette dictature qui est une dictature terrible.
Et si dans ce processus, les OPA à la vie ou X ou Y ou Z peuvent être utiles, en fait, c'est pas la question. 17h54, 20 secondes. Il nous reste quelques minutes quand même pour parler de New START. C'est le dernier grand traité de maîtrise des armements nucléaires entre la Russie et les États-Unis. Il expire aujourd'hui, donc le 5 février. Est-ce que c'est inquiétant, Héloïse Fayet ? Est-ce qu'on va vers une nouvelle course aux armements ? Ou est-ce que c'est du fantasme, tout ça ? Non, alors je pense que c'est oui et non, c'est inquiétant. Alors déjà, oui, parce que ça montre peut-être, en fait... Peut-être peux-tu expliquer ce qu'est New START ? Oui, pardon. Alors New START, donc en fait, c'est effectivement un héritier des accords de maîtrise des armements de la guerre froide. Donc on les a tous appris ça à l'école. On les a tous confondus entre SALT 1, SALT 2, START 1, START 2. Et donc en 2010, lors de la reprise un peu des bonnes relations entre la Russie et les États-Unis, donc à l'époque c'était Obama et Medvedev, ils se sont entendus en fait pour signer un accord de maîtrise des armements nucléaires qui limite en fait le nombre de têtes nucléaires stratégiques que les États-Unis et la Russie peuvent avoir déployées, c'est-à-dire utilisables à tout moment, donc à environ 1550 têtes nucléaires stratégiques, ce qui est quand même beaucoup. Rappelons que la France n'a que, entre guillemets, 290 têtes nucléaires et que c'est déjà assez pour vitrifier une bonne partie de la Russie et ou de la Chine. Voilà. Bref, donc du coup cet accord a été signé en 2010, il a été renouvelé une fois en 2021. Et il avait une durée de vie, en fait, de 15 ans. Donc, il était normal qu'il expire aujourd'hui. Et la question, effectivement, c'est est-ce qu'une alternative à New START allait être trouvée ou non ? Et en fait, là, je trouve qu'on peut rejoindre le dossier iranien parce que cette expiration de New START sans alternative, ça s'inscrit dans une sorte de détricotage global de la maîtrise des armements nucléaires, dont, en fait, la sortie par Trump du JCPOA a été, à mon sens, un des symptômes. Trump est aussi sorti du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, un autre traité entre les États-Unis et la Russie en 2019. Poutine a suspendu l'application déjà de New START dès 2023. Donc en fait, le traité est déjà un peu mort. Poutine a aussi dératifié le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Et on voit que le traité de non-prolifération nucléaire, donc le traité qui empêche sur le plan juridique l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, il n'est pas en super forme non plus. Là, en avril, on a la conférence de réexamen de ce traité, donc du TNP. Ça dure 1 mois à New York. Il y a toutes les délégations du monde entier qui vont s'écharper pour dire est-ce que le monde est plus dangereux ? Est-ce que le monde est moins dangereux ? Qu'est-ce qu'on devrait faire sur l'Iran ? Tout ça. Donc voilà, je trouve que c'est inquiétant dans le sens où oui, ça montre que on revient vers un monde où il y a moins de régulation autour de l'arme nucléaire et que... En fait, on n'est pas forcément plus tenté de s'en servir, mais on est plus tenté d'en parler et d'être tenté par l'acquisition d'une arme nucléaire quand on n'en a pas. En revanche, est-ce que ça veut dire course aux armements ? Pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, en fait, comme on le disait, 1550 têtes nucléaires stratégiques déployées, c'est déjà beaucoup. Les Américains pourraient augmenter un petit peu leur stock rapidement. Et pour eux, en fait, l'objectif, c'est de dissuader à la fois la Russie, ce qu'ils font déjà, même si bon... Trump et la Russie en ce moment, voilà. Et dissuader également la Chine, dont l'arsenal nucléaire a doublé en quelques années. La Russie, eux, ils n'ont pas ce problème, parce qu'ils n'ont pas besoin de dissuader la Chine, étant donné que les relations entre la Russie et la Chine vont plutôt bien. En revanche, la Russie est inquiète d'un projet qui s'appelle le Golden Dome. Donc, il a aussi été construit sur le modèle israélien de l'Iron Dome, dont on a vu l'efficacité l'année dernière. Et là, pour le coup, en fait, les Russes disent « Ah non, mais si vous mettez des intercepteurs dans l'espace qui vont intercepter nos missiles nucléaires, nous, on a besoin de plus d'armes nucléaires. » Donc en fait, pour l'instant, les deux se regardent un peu, tiens par la barbichette. On verra qui agit le premier, en fait, pour éventuellement augmenter son stock d'armes nucléaires. Mais en fait, encore une fois, pour l'Europe, ça n'a pas énormément de conséquences, parce que la première menace que représente la Russie pour l'Europe, c'est ses forces conventionnelles, très clairement, c'est pas forcément ses armes nucléaires. Et quand on regarde ces armes nucléaires, ce sont plutôt les armes nucléaires dites tactiques, dont on a beaucoup parlé depuis le début de la guerre en Ukraine, et qui, elles, n'ont jamais été régulées par un quelconque traité. Donc en fait, pour moi, l'expiration de New START, et j'explique tout ça dans un papier que j'ai publié sur le site de l'IFRI hier, c'est peut-être en fait plutôt l'occasion de repenser une maîtrise des armements nucléaires qui serait plus basée sur les comportements nucléaires.
Donc pour le coup, dire, ok, tu peux avoir 1700, 2000 têtes nucléaires, c'est pas très grave, mais tant que tu ne t'en sers pas à tort et à travers, que tu ne menaces pas de t'en servir, qu'il y a des systèmes de sûreté nucléaire très précis autour de ces armes, qu'on peut vérifier combien il y en a, parce qu'en fait, New Start, le cœur de New Start, c'était pas la quantité de missiles ou de têtes, c'était le fait que des Américains pouvaient aller en Russie pour voir les installations nucléaires, j'allais dire iraniennes, non, russes et vice-versa. Et donc tout ça, c'est effectivement fini, mais je pense qu'on devrait plutôt aller vers une maîtrise des armements de ce style, plutôt que de continuer à compter en fait les têtes nucléaires. Voilà. 7h59, 23 secondes, c'est l'heure quasiment de nous quitter, mais juste avant, c'est peut-être l'heure du mot de la fin ou du mot de la suite, Farid. Alors, on a un rendez-vous historique avec le peuple iranien. Je suis vraiment sérieux et je pense qu'il faut le comprendre. Et soyons cette fois-ci dignes, on a raté pas mal de rendez-vous, ne tombons pas dans ce cynisme. Encore une fois, il y a eu des milliers de morts. Ne tombons pas si rapidement dans des détails techniques et d'un quelconque accord sur le nucléaire ou le missile. Essayons, nous au moins, nous intellectuels, nous les médias, de continuer aussi à parler de ce qui s'est passé la nuit du 8 au 9 janvier. Merci Farid Vaïd et Héloïse Fayet. Le mot de la fin, le mot de la suite. Le mot de la fin, le mot de la suite, je dirais que c'est effectivement de parler de ce qui se passe en Iran avec les bons termes et de ne pas s'exciter en permanence sur une possible intervention américaine qui résolverait absolument tous les problèmes de l'Iran. Je parlais du terme d'agentivité, donc faire confiance aux Iraniens effectivement pour agir par eux-mêmes avec le soutien qu'on peut avoir. Mais honnêtement, alors je vais pas critiquer les chaînes d'infos en continu parce que voilà, on est sur France Info, mais faire, je pense, en fait, des tonnes sur la menace nucléaire iranienne. On a compris qu'il n'est qu'un prétexte, en fait, pour agir. Et puis, esquisser énormément de scénarios d'action et en fait s'exciter vraiment sur une possible action américaine au total mépris du droit international, rappelons-le. Je pense que c'est pas une bonne chose, ça ne sert pas les Iraniens et je pense qu'il faut effectivement réfléchir à ce problème démocratique en le séparant d'une potentielle menace sécuritaire. 18h est passé de 1 minute et d'1 seconde. Merci Farid, merci Héloïse, merci à tous les deux. Merci d'avoir répondu aux questions du chat, puis à mes quelques questions. Je n'ai pas posé beaucoup dans le chat, justement. On fait une très courte pause, le temps d'accueillir notre deuxième plateau, nos deux prochains invités. Le talk revient dans un instant, vous ne bougez pas. À tout de suite. 18h07, passé de 59 secondes. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Et on est ensemble jusqu'à 19h dans le talk de France Info, sur Twitch, TikTok et franceinfo.fr. Et jusqu'à 19h, on va parler d'inceste, de violences sexuelles incestueuses, de rapports sexuels non consentis au sein de la famille. Ça touche un Français sur 10. Selon un sondage Ipsos commandé en 2020, ça fait 6,7 millions de personnes, c'est beaucoup. Ce qui en serait certainement une raison suffisante à elle seule pour qu'on en parle un petit peu plus souvent, mais on va en parler aussi parce qu'il y a 5 ans paraissait La Familia Grande de Camille Kouchner, la juriste qui accuse le mari de sa mère, le célèbre constitutionnaliste Olivier Duhamel, d'avoir abusé sexuellement son frère jumeau quand il avait 14 ans. Un peu de la loi du silence brisé, voilà l'inceste et le viol qui s'invitent dans l'actualité. Dans la foulée est créée la Civis. La Civis, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, et un hashtag #MeTooInceste voit le jour. 5 ans plus tard, cette année, force est de constater que la route est encore longue. En témoigne la démission de 2 des 3 membres du collège directeur de la Civis, on va peut-être en parler, mais aussi que quelques pas ont été faits. En témoigne l'adoption en première lecture par les députés la semaine dernière d'une proposition de loi transpartisane pour les victimes de violences ou d'inceste, un texte qui entend notamment renforcer les contrôles dans les lieux d'accueil et de protection de l'enfance et créer une ordonnance de protection provisoire. Dans les affaires d'inceste, on retrouve des vies fracturées, de la culpabilité, beaucoup d'emprise aussi et d'assourdissant silence. C'est ce qu'on peut lire dans La Familia Grande de Camille Kouchner. C'est aussi ce qu'on peut lire dans Qui a tué Virginie, un livre qui est paru à la faveur de l'automne des éditions Globe, commis de la meilleure des façons par notre confrère Julien Mukeli. Et ça tombe bien, après 18h, on peut dire bonsoir sur France Info. Bonsoir Julien Mukeli. Bonsoir. Salut Julien, t'es chroniqueur judiciaire, t'es journaliste indépendant. Tu as commis Qui a tué Virginie, paru aux éditions Globe. On va en parler dans un instant. À tes côtés, Élodie Toyon-Ibon. Bonsoir maître, vous êtes militante féministe, avocate au barreau de Paris. Tout à fait, bonsoir. Julien, ton livre va nous servir de trame. C'est un livre de journaliste, un peu de sociologue aussi, d'entomologiste presque, qui raconte une affaire sordide, mais dont on ne va pas dire qu'elle est hors norme. Et on va voir pourquoi après. C'est l'affaire Manochet, du nom de Denis Manochet. Alors, je tente un résumé, tu vas voir, vraiment à la truelle, mais je m'y lance. On est en octobre 2014, en Normandie. Denis Manochet tire sur sa fille qui meurt. Lui tente de se suicider. Sa fille, c'est Virginie. Elle est victime d'inceste depuis l'enfance. C'est son incesteur, c'est son père, c'est Denis. L'affaire
L'affaire connue de la justice depuis plus de 10 ans, avec des plaintes qui sont déposées, des expertises qui sont menées, des procès qui sont tenus, mais sans que jamais l'emprise ne se rompe et qu'à la fin, les victimes puissent être protégées. C'est l'histoire, quelque sorte d'un drame annoncé qui devient un échec collectif, je crois, et qui fait donc ton titre, qui est une question: qui a tué Virginie? Parce qu'il n'y a pas un seul coupable. Alors, qui a tué Virginie, Julien? C'est nous. La société tout entière, l'institution judiciaire, toutes les personnes qui n'ont pas su la protéger. Donc Virginie, c'est une fille qui a été violée par son père depuis l'âge de 8 ans. Elle est née en 1980, donc ça commence vers la fin des années 80. Et elle fait partie d'une famille de 5 enfants. Elle a 2 frères et 2 sœurs. Et elle et sa sœur cadette, Betty, vont être toutes les 2 violées pendant des années, une dizaine d'années environ, jusqu'à ce que Betty, donc la sœur cadette, en 2002, décide de s'enfuir et de dénoncer les faits. Donc à partir de 2002, la justice s'empare de l'affaire, enquête sur ces faits de viol incestueux et interpelle les parents. Le père est mis en examen pour viol sur ses filles et la mère pour complicité de viol. Peut-être qu'on aurait dû commencer par ça pour faire peut-être un peu de lexique. C'est quoi l'inceste? C'est quoi là, tu parles de viol incestueux. Maître, l'état du droit, c'est quoi? Est-ce que c'est une circonstance aggravante, le viol incestueux? Enfin, l'inceste sur le viol? Oui, alors tout à fait. D'abord, il faut bien souligner que c'est quand même une introduction assez récente dans notre droit, qui a subi plusieurs modifications. On a eu du mal à appréhender en fait ce fait social. On a modifié les degrés de parenté qui permettaient de définir l'inceste. À ce jour, pourtant, par exemple, les cousins-cousines ne sont toujours pas compris dans les dispositions pénales. Évidemment, il n'est absolument pas question de consentement dans ces textes, en tout cas lorsque ce sont des mineurs qui sont concernés. On a repoussé, bien sûr, la date de prescription. Enfin, voilà, donc c'est un fait pénal, c'est une incrimination pénale qui est à mi-chemin entre le crime propre et la circonstance aggravante. Il y a 2 oiseaux, 2 vautours qui volent au-dessus de la notion et au-dessus de cette famille que tu décris, c'est l'emprise et le silence. Oui, alors tout d'abord, une emprise qui est réelle et qui est extrêmement importante. Je pense que c'est un terme qui est utilisé un peu pour désigner toute forme de dépendance affective ou énormément de types de situations. Ici, on est face à un système qui est vraiment totalitaire et je crois que j'ai même utilisé le terme fasciste dans le livre pour décrire un petit peu d'intensité, mais c'est un père extrêmement violent, extrêmement manipulateur, violent physiquement et psychologiquement. Il viole ses filles, mais il frappe également de manière très très terrible ses 2 fils qui sont complètement ostracisés, qui sont donc il loge dans un chalet au fond du jardin, pour les sortir à qui il fait faire des travaux de force pour les éloigner de la vie familiale et garder finalement son espèce de harem dont il veut jouir sans entrave. Et donc voilà, on peut vraiment parler d'une emprise très très profonde, puissante et durable, puisqu'elle va réussir à perdurer au-delà de l'incarcération du père. On avait parlé il y avait une notion qui avait émergé à ce moment-là, assez malheureuse, c'était la notion d'inceste heureux, d'inceste consenti. Ça existe, l'inceste heureux? La réponse est non. D'inceste consenti, cependant? Alors non, ni consenti ni heureux. En fait, il n'y a pas de consentement possible à l'inceste. Il faut savoir que l'inceste entre majeurs n'est pas interdit par le code pénal, même s'il ne peut pas être reconnu, on va dire, officiellement en droit civil, puisqu'on ne peut pas se marier avec son père, son frère, par exemple. Mais il faut savoir que un inceste, même entre adultes, ne peut pas vraiment être consenti, puisqu'il a forcément commencé à un âge où la fille ou l'enfant, en tout cas, n'était pas en âge de consentir. L'inceste heureux, l'inceste consenti, c'est des notions qui ont émergé à la fin de la procédure, qui a duré 10 ans en tout, ce qui est extrêmement long. Particulièrement long, c'est vrai même pour des procédures qui sont déjà longues à la base, 5 ans en moyenne pour les faits de criminels, les faits de viol sur mineurs. Et c'est vraiment un concept qui a été porté par la défense pour justement défendre l'accusé. L'inceste, on dit que c'est un tabou fondateur, structurant, enfin, c'est ce que nous raconte Durkheim, une partie de l'anthropologie du 19e. Toi, tu dis l'inverse au début de ton livre, Julien, il me semble, tu dis que c'est le silence, en fait, qui...
Oui, alors je reprends les mots de l'anthropologue Dorothée Ducy qui a écrit un autre livre fondateur il y a un peu plus d'une dizaine d'années qui s'appelle Le berceau des dominations. Et voilà, c'est un livre que j'ai lu au début de mon travail parce que j'avais besoin de me documenter sur l'inceste. Et elle décrit en fait l'inceste comme voilà, un moyen de domination. C'est le silence qui entoure l'inceste, qui structure en fait notre société. Et c'est ça qui est fondateur de notre société et non l'incest en lui-même. Maître ? Oui, alors cette histoire d'inceste, effectivement, de prohibition de l'inceste fondatrice, elle est vraie et pas vraie. Elle est vraie dans la mesure où l'inceste érige la famille en contre-société. Donc c'est la raison pour laquelle la société, en tout cas dans son acception contemporaine, moderne, qu'on a voulu imposer après, je dirais, Napoléon, a vraiment s'est arc-bouté sur un interdit. Pour dire non, en fait, la famille, ça peut pas être une concurrente de la société, ça peut pas être une concurrente de l'État. Il y a des lois qui doivent pénétrer la famille, et l'une de ces lois fondatrices, c'est celle-là. Mais en réalité, effectivement, ce que montre très bien Dorothée Ducy, et ce qui avait amené à la critique d'ailleurs par d'autres anthropologues féministes avant elle, comme Nicole Claude Mathieu, c'est que cet interdit de l'inceste, il n'est pas à l'origine, en fait. C'est carrément le contraire. C'est-à-dire que ce qui est assez exceptionnel, en fait, c'est de trouver des familles où l'interdit de l'inceste préexiste et est respecté. En réalité, ce n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle il y a une telle prévalence de l'inceste aujourd'hui encore. Rien à ajouter. On va faire des allers-retours entre le droit, un peu de tout, mais on va garder comme trame ton livre au cœur de cette affaire Manochet. Il y a un homme, c'est Denis Manochet, et on n'arrive pas trop à savoir si c'est... c'est un criminel donc, mais est-ce que c'est un cas psychiatrique? Est-ce que c'est un monstre? Et après, ma deuxième question, qu'on va peut-être évacuer, et pourquoi on ne devrait pas dire que c'est une affaire hors norme? Alors, on parle souvent des affaires hors normes pour les affaires qui nous dérangent un peu ou qu'on va considérer comme très exceptionnelles, alors que ce ne sont pas des affaires si exceptionnelles que ça en réalité, quoi qu'elles soient monstrueuses. Je vais commencer par la deuxième question. Il se trouve que la formule hors norme était ce qu'on appelle un lieu commun journalistique utilisé vraiment pour tout procès qui sort un peu de l'ordinaire. Et voilà, c'est de ça dont je me moque un petit peu dans le livre. Ça va pas plus loin parce que effectivement, c'est une affaire qui sort complètement de la norme puisqu'on est sur un cas exceptionnel. L'autre question sur la monstruosité et le cas psychiatrique. Alors, le terme monstruosité est souvent utilisé dans les médias. On va partir du principe que les monstres n'existent pas. Les monstres n'existent pas, c'est d'ailleurs le titre du livre d'une excellente consoeur, puisque c'est un homme, et donc c'est un être humain qui fait partie de notre société, et il faut l'accepter. Malheureusement, il y a des hommes qui commettent des faits qui nous paraissent si monstrueux qu'on ne veut pas les voir. C'est une façon un petit peu commode de mettre ces faits loin de nos yeux. Est-ce que c'est un cas psychiatrique? Non, dans le sens où il n'y a pas officiellement, il n'y a pas de pathologie mentale qui altère ou qui abolit son discernement, donc il est responsable devant la loi. Ensuite, certes, c'est un homme qui a des troubles de la personnalité, liés peut-être aussi à des traumas dans l'enfance, qui n'ont pas vraiment été établis, mais qui sont probablement là. D'où cette structure psychique assez dépressive et cette personnalité très très particulière. Mais déjà ça n'exonère pas, ça permet simplement d'expliquer qui est cet homme, et il ne faut pas non plus que ça occulte les structures sociales en fait qui ont permis ce crime. Qui sont donc, parlons-en. Eh bien la société, c'est-à-dire qu'on a un homme qui vit dans sa famille, donc l'institution familiale, parlons-en déjà pour commencer. C'est une société fermée, avec deux parents qui dominent des enfants, c'est un fait. Les enfants sont soumis, on va dire... L'image que cette famille renvoie n'est pas une image particulièrement négative. C'est assez facile pour des parents de faire comme si tout allait bien au sein de la famille. Les enfants parlent peu, les enfants ne se rebellent pas contre leurs parents, parce que c'est les parents qui ont tout pouvoir contre eux. On parlait très récemment de violences éducatives. D'ailleurs, quand on a voulu les interdire officiellement, il y a eu quand même eu des débats sur est-il opportun d'interdire les violences éducatives ou non. Alors déjà, ce terme est assez problématique en soi, mais la question c'était est-ce bien de frapper son enfant ou non. Donc on en était là il y a encore quelques années pour dire un petit peu quel est finalement le pouvoir que les adultes ont sur les enfants. Et donc dans cette institution familiale
qui est une micro-société fermée où, en fait, si les enfants ne sont pas tombés sur les bons parents, ils peuvent vivre un véritable enfer. C'est exactement ce qui est arrivé aux enfants de Denis Manché. Et voyons comment est-ce qu'il a réussi à tromper la société, l'école, les institutions sportives, les amis, les voisins. Personne n'y a vu que du feu, des enfants battus, des filles violées pendant des années. C'est passé sans problème. Je vous vois acquiescer, maître. Oui, effectivement, des institutions qui souvent ne demandent qu'à être trompées. Je ne parlerai pas de complicité, mais... C'est un confort une forme de... Alors moi, je dirais plutôt un inconfort assumé. Qui dépend d'ailleurs qui est plurifactoriel, parce que effectivement, mettre en marche une procédure de signalement, d'alerte sur des faits d'inceste, etc., c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Évidemment, alors je vous dis pas l'état catastrophique dans lequel est l'assistance éducative, ce qu'on appelle l'ASE. Je vous dis pas l'état catastrophique dans lequel sont nos juridictions. Il manque à peu près 6,5 magistrats par tranche de 100 000 habitants en France pour que ça aille mieux. Donc, il y a tout ça. Et puis surtout, il y a une incompréhension souvent fondamentale de ce qu'est l'inceste, de sa prévalence dans la société. Donc, il y a un manque de formation et d'information aussi qui est criant. Voilà, donc c'est effectivement des institutions qui ne demandaient qu'à être trompées et qui, une fois mises devant l'évidence, le livre de Julien Mucchielli, vraiment, je trouve, le montre parfaitement. Moi, c'est un livre dont je recommande totalement la lecture. Il est très clair. Une fois même qu'on a les faits devant les yeux et qu'on a des déclarations des victimes, et ça, c'est quelque chose d'important, ça nous montre encore une fois, les victimes parlent. Elles parlent, mais... la justice est bouche bée, les bras ballants, elle va essayer des choses. Mais on va voir qu'elle va baisser les bras, en fait. Elle va laisser se réinstaurer, comme le dit Julien, l'emprise. Non, je crois pas. J'ai l'impression qu'il y a vraiment... On ne sait pas par quelle boule prendre. Il y a aussi peut-être le fait que l'inceste soit pas traité exactement comme il le faudrait par le droit pénal. Dans sa conception, il y a beaucoup d'explications, je pense. Christelle, dans le chat, demande cette affaire me fait penser à la dernière affaire à Brest. Alors, je ne sais pas de quelle affaire il parle, peut-être que vous savez, d'inceste entre un père et sa fille, et la naissance de 3 enfants. Où sont nos outils de contrôle et de suivi, la protection maternelle infantile, le milieu scolaire, comment on trompe tout cela? Ouais, je vois de quelle affaire elle parle. Elle avait émergé, je crois, en mars 2024, quand donc ce couple, qui était un père et une fille, s'était présenté devant une audience devant le juge aux affaires familiales et qui s'était rendu compte qu'ils avaient des enfants et les enfants avaient été placés. Et je crois qu'une enquête pénale est en cours et que le père a été mis en examen. Donc, ils sont en train de remonter le fil. On n'a pas les détails encore, mais je pense que ce serait une affaire qui sera jugée au pénal. Je ne connais pas le contexte de cette affaire, donc je ne peux pas me prononcer dessus. Dans l'affaire Manché. Toi, t'expliques bien comment ils trompent, justement. Voilà, donc... les institutions. Déjà, Betty... Et avec des stratégies, d'ailleurs, pour les tromper. Oui. Voilà, Betty a parlé, elle avait 18 ans. Elle a été entendue au début. Il a été mis en examen pour des faits criminels et écroué. Lui et sa femme, donc la mère des enfants, pour complicité. Donc l'affaire partait bien, finalement. Et malgré des preuves matérielles qui vont amener à sa condamnation au final, en plus, on a une sorte de récit en défense qui a réussi à se monter et une impuissance de l'accusation, de la juge d'instruction, de tout le monde finalement dans ce dossier, à tenir finalement le dossier et l'accusé entre ses mains. Puisque on a... Alors là, cette affaire, c'est un catalogue d'un aveuglement absolument incompréhensible avec le recul qu'on a maintenant et qui est parfaitement caractéristique. Et illustre bien ce que disait Élodie à l'instant, c'est que il y a cet inconfort, cet aveuglement, cette envie finalement de ne pas voir pour s'occuper d'autre chose et penser finalement que là, en l'occurrence, on a des juges qui, à mon avis, pensent que l'affaire est bouclée et qu'il va être condamné à une lourde peine, comme ça aurait logiquement été le cas s'il avait été jugé normalement. Mais ils vont pas comprendre, en fait, ils vont pas voir cette manipulation qui va se déployer devant eux. Oui, pardon si je peux rebondir. Je vous en prie. Ce que tu montres bien, je trouve aussi, c'est vraiment cet aspect d'emprise où finalement, celles qui sont les victimes, à la fin, se retournent contre l'institution
qui essayent de les protéger pour défendre leur père, quoi, et ou par tout un... Alors, pour l'une, c'est assumé, c'est quasiment volontaire, c'est Virginie, justement, enfin, quasiment volontaire, dans les conditions qu'on connaît, et pour les autres, en fait, il y a tout un mécanisme, vraiment, c'est là qu'on voit que la famille incestueuse, c'est un fascisme de pression des uns, des unes sur les autres, pour revenir sur ces témoignages, etc., y compris des pressions vraiment matérielle, quoi, financière, on va te retirer ceci, tu ne vas plus pouvoir faire cela, et tout s'effondre et on se retrouve dans cette situation totalement incroyable où finalement celles qui sont victimes viennent en défense de celui qui les agresse, qui les viole et qui est leur père, quoi. Enos, dans le chat, 2 exemples dans mon cercle amical de mères qui ont porté plainte contre le père de leur enfant pour soupçon d'inceste, l'une avec pas mal de preuves et de témoignages. Et bien dans les 2 cas, le père a toujours la garde de la petite, c'est hallucinant. Même quand le silence est brisé, étrange. Je pose une question, on parlait de silence comme ciment pour l'inceste. Je suis pas un super-héros, dit Tranche, je n'ai pas la sensation d'avoir le pouvoir de voir au-delà d'un silence, de percevoir ce qui ne se dit pas. Comment on fait quand on est une personne lambda, nous, donc on n'est pas prof, pas assistante sociale, pas psychiatre, pour avoir la capacité de voir l'inceste? Alors il n'y a pas de pédopsychiatre ici non plus, nous ne sommes pas psychiatres tous les 3, cependant peut-être qu'on a peut-être une idée des gens que vous avez rencontrés, comment on peut pressentir l'inceste, on ne peut pas peut-être. Tu veux parler? Déjà, je pense que il faut savoir écouter. C'est quoi les signaux faibles? C'est ça la question de Tranche. Quand il s'agit de nos amis, il faut savoir écouter. À certains moments, il y a des personnes qui sont enclines à se confier ou non. Savoir repérer ce genre de moments. Quand on est prof, infirmier, entraîneur de sport et qu'on a la charge pendant un temps, quelques heures par jour ou par semaine d'enfants, je pense qu'il y a des comportements qui sont... des comportements parfois sexualisés chez les jeunes enfants, des comportements qui dénotent un petit peu avec les autres, qui doivent amener à des interrogations. Après, je pense qu'il y a des process qui sont mis en place dans ces institutions que je ne connais pas. Peut-être que Élodie a une plus grande et une meilleure idée que ça. Alors, le comportement sexualisé dont parle Julien, c'est un vrai red flag, hein, ça c'est sûr. Mais ce qu'on sait, grâce à des travaux comme ceux de Paul-Claude Racamier, même si c'est souvent contesté, parce que c'est vrai qu'on n'aime pas tellement le terme incestuel, ou d'autres, eh bien, c'est qu'il y a quand même comme vous dites, des signaux faibles. D'accord. D'abord, il y a l'autoritarisme qui n'est pas l'autorité parentale, hein, qui est vraiment autre chose. L'autoritarisme, il y a l'absence d'intimité. Il y a le fait, par exemple, d'exploiter ses enfants ou ses neveux, ses nièces, y compris dans le cadre du travail. Il y a le fait de ne pas mettre de limites, justement, au dévoilement des corps. Enfin, il y a beaucoup de choses, quoi. Les violences aussi conjugales peuvent être déjà un premier signaux faible, si je puis dire, et en tout cas doivent inviter à se questionner, à regarder. Julien, pour préparer l'émission, on s'est eu au téléphone et tu avais témoigné de la difficulté que tu es journaliste indépendant, enfin que les journalistes indépendants justement avaient pour vendre des sujets qui étaient liés à l'inceste. C'est des sujets qui n'intéressent pas beaucoup les rédactions. Tous les journalistes ont un petit peu de mal à vendre à leur rédaction des sujets liés à l'inceste. Alors dans mon domaine, c'est-à-dire la chronique judiciaire, on a beaucoup de procès qui parlent d'affaires d'inceste. Elles ne sont pas toujours publiques, puisque c'est souvent des procès qui se jouent à huis clos, mais ce n'est pas très difficile, je pense, d'y aller. J'y étais récemment à la cour de criminelle de Versailles avec Élodie, justement. C'est pas des sujets qui intéressent en premier lieu s'il n'y a pas de faits saillants qui vont au-delà de l'inceste ordinaire, parce que... À l'enfant, typiquement. C'est l'enfant qui n'intéresse pas. Voilà, là, en l'occurrence, l'affaire Manché, on a l'enfant qui naît de l'inceste. C'est le fait qui va intéresser le média. Mais aller à un procès pour simplement décrypter, on va dire, les dynamiques familiales qui ont conduit à commettre l'inceste, à le protéger, à protéger l'agresseur plutôt que aider la victime, tous ces trucs qu'on retrouve dans toutes les affaires d'inceste à divers degrés, dans l'affaire Manché à un degré extrême dans tous les domaines. Voilà, tout ça, ça n'intéresse pas forcément, en tout cas jusqu'à présent, et de mon propre expérience, j'ai pas eu beaucoup de succès sur ces propositions. L'explication, maître?
Je pense que Julien Mucchielli a bien résumé. En fait, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. Et c'est vraiment dommage parce que l'inceste vraiment gagne enfin, nous gagnerions, plus exactement, à ce que l'inceste soit mieux connu, à ce qu'on en parle davantage et pas dans ses aspects les plus spectaculaires, putaclic, comme on dit sur les sites internet. Parce que c'est vraiment le berceau des dominations, comme disait Dorothée Ducy. C'est un sujet éminemment politique, politique parce que ça interroge quand même le fait de savoir ce qu'une société, un État, un gouvernement peuvent franchir comme limite pour imposer à des organisations privées un minimum de respect en fait des lois communes. Je trouve que c'est vraiment un sujet totalement actuel. Il y a quelque chose d'incestueux dans la plupart des dysfonctionnements politiques qu'on voit aujourd'hui, si vous voulez. Vraiment. Et en fait, par exemple, qu'on se retrouve avec des gens comme Trump, etc., pour moi, c'est vraiment un des signes qu'on n'a vraiment pas suffisamment abordé ce sujet, en fait. Parce que y a l'omnipotence d'un homme, d'une personne, il y a un pouvoir, il y a des murs clos, il y a une espèce de sacralisation de ce qui est privé, où l'État ne doit pas intervenir, où la règle commune ne doit pas intervenir, et puis on fait ce qu'on veut, quoi. Voilà, parce que le chef, c'est moi. Le plus fort, c'est moi. Je fais ce que je veux. C'est exactement ça, l'inceste. Il y a eu un hashtag qui est sorti il y a 5 ans, après MeToo, c'est le MeToo inceste. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Alors, à ma connaissance, ils ont créé la Civise, qui est une commission qui a travaillé sur la question. Mais dans la société, j'ai pas vraiment vu de changement. Non. Alors, moi, je tempérerais peut-être. J'ose croire que les hashtags MeToo... Il y a 2 propositions de loi. Alors, je vais compléter juste un petit truc. Je pense qu'il y a peut-être un certain type de journalistes et je pense aux féministes, qui ont quand même un peu plus travaillé les sujets, je pense depuis notamment, et elles avaient déjà commencé avant, mais ça c'est peut-être un petit peu plus. Mais je trouve que dans le mainstream, en tout cas, j'ai pas vu une grande différence. Disons que ça n'apporte pas le traitement que ça demanderait et qu'on aimerait avoir. Il y a quand même des choses, ça fait bouger, mais il faut bien voir que sur ces sujets de violence sexuelle qui sont très mal compris, qui gênent en fait beaucoup de monde, y compris sur le plan politique, c'est extrêmement difficile. Il faut déployer une énergie folle pour pouvoir faire bouger un tout petit peu les choses. Moi, je pense qu'il y aura à nouveau des vagues, de toute façon, de paroles. Il y aura à nouveau des vagues de mobilisation. C'est un sujet trop fondamental. Bon, on voit que c'est compliqué à la Civise, malheureusement, ces dernières années. Donc, ça passera probablement par autre chose. Il y aura des débats sur des projets, des propositions de loi, etc. Il y a encore il y a des intellectuels qui vont continuer à écrire sur le sujet. On va continuer à faire des films. Mais c'est trop lent, en fait, pour nous, qui voyons le problème dans toute sa difficulté. Et moi, très modestement, en tant qu'avocate, ce que j'espère, c'est qu'il y ait des changements importants qui concernent la prise en charge judiciaire de ces affaires. Qui pour l'instant n'est pas satisfaisant. Non, moi je vais vous donner un exemple. Très concrètement. Alors très concrètement, moi j'ai eu très récemment 2 clientes, d'ailleurs je pense très très fort à elles ce soir, qui ont déposé plainte contre leur père pour des faits d'agression sexuelle incestueuse. L'enquête a été ni faite ni à faire. Il y avait quasiment rien en fait dans le dossier. Le parquet a pourtant décidé de le poursuivre. Alors on pourrait se dire c'est super, mais en fait non, ça a été une catastrophe parce qu'on s'est retrouvé dans une audience avec quasiment rien dans le dossier, vraiment. 2 jeunes femmes qui étaient soumises à la vindicte de l'ensemble de leur famille, et je devrais dire clan, tribu, parce qu'ils étaient 15 sur les bancs à soutenir le père accusé. Et bien sûr, évidemment, non seulement le parquet n'a pas suivi l'accusation, alors qu'on se retrouvait là à cause de lui, et en fait, il a été relaxé. Voilà. Et... Mais c'est une affaire de personne, c'est une affaire... C'est quoi, c'est structurel ? Non, c'est structurel. Je peux témoigner, j'ai assisté à des audiences avec des procès comme ça un certain nombre de fois. Vous allez en correctionnel,
la 7e chambre correctionnelle à Évry, par exemple, spécialisée en violence et en violence sexuelle intrafamiliale, voilà, on la connaît tous. Il y en a dans tous les tribunaux d'Île-de-France, en tout cas. Vous vous retrouvez avec des procès, des procédures qui font parfois 40 pages, qui est absolument ridicule. Les faits viennent des années après, et le dossier est tellement indigent qu'on a une accusation qui n'est pas soutenue à l'audience parce que il n'y a pas les preuves qu'il faut pour la porter, cette accusation. Et peut-être qu'il l'a fait, peut-être qu'il l'a pas faite. Objectivement, en tant qu'observateur, j'en sais rien. Et on dit que on pense qu'il y a des faits qui auraient dû être investigués, qui n'ont pas été. Et c'est une question de volonté, c'est une question de moyens, c'est une question d'envie, en fait, peut-être quelque part aussi. Là, dans ces dossiers-là, pour moi, donc je suis d'accord, effectivement, à Évry, effectivement, c'est une juridiction très problématique, je le dis. Dans ces dossiers-là, en fait, on comprend pas pourquoi, pour le coup, c'est pas classé sans suite, quoi, en fait. Parce que ça, c'est tellement grave, c'est tellement important. Je veux dire, les victimes, ça les fracasse, en fait, une relaxe pour ces raisons-là. Et ce qui est terrible, c'est que nous, on essaye d'apporter notre expertise, ce qu'on sait en fait au soutien des intérêts de nos clientes, et qu'en fait on nous dit non mais l'anthropologie, la sociologie, la psychiatrie, on ne veut pas en entendre parler, on ne juge pas l'inceste, on juge un dossier. Alors je suis bien d'accord, c'est le principe de la procédure pénale de base, mais on juge aussi l'inceste. Voilà, et ça, on n'a pas encore l'espace. Il faut jouer des coudes, il faut pousser les murs pour pouvoir avoir une toute petite parole pour essayer d'expliquer au juge. Mais en fait, il y en a plein qui vous disent « Mais non, c'est pas le dossier. » Ah oui, du dossier, il n'y en a pas, en fait. Donc... c'est exactement ça. On a parfois des juges... alors, les personnes... tu parlais des personnes. On a parfois des juges qui comprennent bien, qui sont malheureusement impuissants, mais qui aimeraient faire mieux. Et on a des juges qui ne comprennent rien. Peut-être qu'ils s'en fichent ou qu'ils ne sont pas formés. C'est quoi ne pas comprendre ça? Ne pas comprendre le phénomène de l'inceste, se focaliser sur l'acte sexuel uniquement, est-ce qu'il est survenu ou non. On n'est pas sûr qu'il y ait eu un acte sexuel, donc bénéfice du doute, on relaxe, sans chercher à vraiment comprendre le contexte qu'il y a autour de ce qu'on appelait l'incestuel. C'est le contexte, qu'est-ce qui a amené ces types de comportements dans cette famille. Essayer d'analyser en profondeur, en fait, et avec un historique, cette famille, et pourquoi est-ce que finalement on se retrouve devant un tribunal correctionnel 1 an, 2 ans, 3 ans après une plainte qui ne vient pas de nulle part non plus. Alors, comme disait Élodie, soit on classe sans suite rapidement après avoir vérifié que peut-être que c'était fantaisiste comme déclaration et que le problème n'était pas celui qui était dénoncé, ça peut arriver. Soit en fait, on fait un vrai travail d'enquête avec les moyens que ça demande et on réunit suffisamment d'éléments pour aller soutenir une condamnation devant un tribunal correctionnel. Et dans ces cas-là, les peines sont plus importantes que parfois les trucs ridicules qu'on observe. Nawal dans le chat, salut Nawal, qui dit mais c'est quoi, c'est relaxé par manque de preuves, c'est une enquête trop rapide, qu'est-ce que c'est parole contre parole, comment ça se passe? Moi je déteste l'expression parole contre parole. Je trouve qu'il n'y a rien de plus faux. Alors évidemment, j'ai envie de vous dire les enquêtes, les classements faute de preuves. Bah oui, quand vous n'enquêtez pas, évidemment, vous avez tout ce qu'il faut pour classer faute de preuves. Ça, c'est certain. Il y a aussi un travail très important de la justice à faire, et des universitaires et des avocats sur la question de la preuve. Des faits incestueux et des violences dites sexuelles de manière générale, en fait. Faut pas s'arc-bouter sur la preuve matérielle, le truc. Il y a généralement pas de vidéo. Alors, en matière d'inceste, on peut avoir des aveux. Ça arrive quand même assez souvent. Mais bon, si on n'a pas... il faut réussir à trouver le moyen de faire preuve. C'est ce qu'on appelle la preuve intellectuelle. Ça existe en matière pénale, mais en matière d'inceste et de violence sexuelle, ça bug, quoi. On veut pas le faire parce qu'il y a une confusion aussi de toujours dans l'esprit, je pense, des magistrats, des jurés, etc., entre ce qu'on appelle des violences sexuelles et la sexualité. Et tout le monde se sent tout de suite mal à l'aise. Et alors là, si on accusait à tort quelqu'un sur des questions sexuelles, c'est particulièrement grave. Alors que accuser un pauvre gars à tort de soutien du terrorisme ou de trucs comme ça, c'est pas grave du tout, quoi. On s'en fout.
Alors Nawal, voilà, vous prie de l'excuser pour le terme qu'elle mettrait entre guillemets, parole contre parole. Voilà, l'ordre est rétabli. Vous êtes toutes pardonnées, Nawal. Allo Frelon dit combien d'enquêtes par an sur l'inceste. Alors, on demande des chiffres, je ne sais pas si vous les avez, moi je ne les ai pas. C'est quoi le chiffre et combien finissent par provoquer une action concrète, c'est-à-dire l'ouverture d'une enquête, une audition, une réforme? Bon, c'est compliqué comme question. Moi j'ai un chiffre, c'est que moins d'1% des personnes qui déposent plainte pour des faits d'inceste obtiennent une condamnation, si je puis dire. Voilà. Bon, c'est une statistique qui m'est venue à l'esprit. Maître, en introduction, j'évoquais une proposition de loi. Avant que l'émission démarre, vous m'en avez envoyé une autre dont je n'ai pas pris connaissance, mais dont vous pouvez parler maintenant. Oui, c'est si une proposition de loi qui a été déposée, si je ne me trompe pas, plutôt devant le bureau du Sénat, et qui a justement pour objet d'étendre la qualification d'inceste aux cousins-cousines. Ça, c'est vraiment une spécificité, pour le coup, assez franco-française. Voilà, pas d'inceste entre cousins-cousines. Et c'est une aberration, et c'est dénoncé depuis très très longtemps par les victimes, anciennes victimes, qui parlent du sujet, et c'est une personne sur 5 environ. Voilà, une victime, un incesteur sur 5 est un cousin, une cousine. Ah oui, il y a votre consoeur Sarah Boucaud qui vient de sortir un excellent bouquin sur le sujet du point de vue des auteurs mineurs. Et elle parle beaucoup de ça. Et elle explique très bien comment c'est totalement banalisé, minimisé par les familles, en mode on se découvre depuis toujours entre cousins-cousines, c'est du touche-pipi, c'est pas grave. Voilà. Et comme il y a une énorme partie de notre population qui est mariée entre cousins et cousines, c'est compliqué. Voilà. Est-ce que les médias ont une responsabilité particulière? Comment on informe sur l'inceste, Julien Micheli? On se renseigne déjà, on lit des livres, des articles, on va à des procès éventuellement. Je pense qu'il y a pas mal de ressources qui nous permettent déjà de comprendre ce qu'est l'inceste. Ensuite, on essaye de l'expliquer, on fait de la pédagogie, comme je pense on est censé devoir faire. C'est un peu le cœur de notre métier. Bien sûr, il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect judiciaire, mais l'aspect psychologique. Et puis, il y a vraiment quelque chose... Enfin, il faut bien comprendre que les personnes... Moi, dans le cadre de mon enquête, les personnes qui m'ont le plus appris sur l'inceste, c'est les victimes. Donc, avec qui j'ai parlé, des gens que j'ai pu rencontrer sur les réseaux sociaux ou par des amis communs. Et je me suis beaucoup fié à ce qu'elles me disaient, parce que c'est des personnes qui réfléchissent depuis très très longtemps sur le sujet, qui ont beaucoup lu, qui sont touchés dans leur chair par tout ça, qui sont obsédés par le sujet. Donc, ça en fait des experts incontournables. Et puis, il me semble que c'est la moindre des choses de les écouter à ce moment-là, des années plus tard, alors que toutes, parce que c'est que des femmes à qui j'ai parlé, mais ça concerne aussi les hommes, ont souvent expérimenté la justice, et ça n'a pas été une expérience très heureuse pour elles. Qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce qu'elle pardonne? Est-ce qu'elles peuvent se restructurer après? Est-ce qu'il y a une vie après l'inceste? Je parle sur les gens que tu as pu interviewer, en tout cas. Oui, bien sûr. Enfin, les personnes que je connais, oui. Mais l'inceste, ça provoque une espèce de je ne voudrais pas utiliser des mots qui sont pas adaptés, mais c'est évidemment un traumatisme. C'est quelque chose qui les ronge en permanence, parce que il y a un rapport à la famille qui fait que beaucoup n'arrivent pas à rompre avec leur famille, alors que c'est souvent ce qui va leur permettre un peu de passer à autre chose, si pour utiliser cette expression, mais c'est un chemin personnel, ça dépend de l'histoire de chacun, parce qu'il n'y a pas un inceste, il y a des incestes, donc ça dépend de l'auteur, ça dépend de la réaction de la famille, ça dépend de comment s'est passée notre procédure judiciaire, si on est allé devant la justice, ça dépend de si on est allé devant la justice, ça dépend des faits qu'on a subis. C'est tellement différent, divers, que je ne peux pas m'exprimer sur ce que toutes les victimes d'inceste ont ressenti. Oui, ça a un effet effectivement sur la famille. Moi, il y a quelque chose qui me frappe vraiment beaucoup depuis que qu'on travaille au cabinet avec les victimes d'inceste. C'est l'atteinte que ça porte au langage, à la capacité de raisonner. En fait, c'est une atteinte vraiment très profonde, parce que en fait, le renversement des choses est tellement fort. C'est-à-dire que, évidemment, c'est un renversement extraordinaire. C'est une déflagration de devenir, entre guillemets, concubine de son oncle, de son père, de sa mère. C'est une inversion totale des places, c'est une inversion du monde. C'est comme si on vivait dans un monde à l'envers. Donc le vocabulaire, les mots n'ont
pas le même sens, la structure rationnelle n'est pas la même, et ce sont souvent des gens qui luttent pour récupérer d'abord la faculté de pouvoir penser et de pouvoir raisonner et de pouvoir exprimer les choses. Question très pointue, c'est pour vous, maître, de Tronvel, ou pour toi aussi, Julien, si tu veux. Un enfant de 10-11 ans peut-il être accusé d'inceste sur un enfant du même âge ? C'est très théorique. En théorie, oui, non. C'est pas si théorique que ça, non. Non, c'est pas si théorique que ça, justement. C'est assez fréquent. Alors, en fait, la question de la détermination, c'est celle de savoir préalablement si l'enfant qui a commis des actes incestueux était doté du discernement, en fait, nécessaire, avec l'abaissement, en fait, des seuils de responsabilité pénale des mineurs. Les questions se posent de plus en plus fréquemment, avec des jeunes qui commettent des actes de plus en plus durs, de plus en plus violents. Donc oui, c'est possible. Question de Cristal, c'est quoi la suite après le passage judiciaire sur un cas d'inceste ? Placement des enfants, révocation du droit parental, obligation de soins, c'est quoi les suites ? En général, alors, encore une fois, ça dépend franchement des cas, mais si on parle d'un inceste parental, je suppose que l'autorité du père est suspendue, il a peut-être droit à des visites médiatisées ou non. Vraiment, c'est ça s'adapte au cas par cas, quoi. Il y a tout un tas de questions qui se posent. Il y avait une jeune femme qui témoignait sur votre antenne il y a quelques jours dans une émission dont j'ai malheureusement oublié le nom, mais c'était sur le sujet des pensions alimentaires que les enfants doivent verser en fait à leurs ascendants quand ils sont dans le besoin, devoir de secours en fait à l'égard de ces ascendants, et qui était totalement outrée en fait de devoir financer la maison de santé je crois que c'est de son père, qui avait commis à son encontre des actes incestueux, etc., pour lesquels elle n'avait pas été reconnue victime par la justice. C'est ce dont parle notre amie Cristal, ressemble-t-il. Voilà. Merci madame, dit-il. Et merci beaucoup à elle. Et c'est un vrai sujet. Il y a des tas de choses en fait en cascade, sachant que l'autorité parentale, oui, mais quand l'inceste est jugé quand vous êtes devenu majeur, ce qui est quand même assez fréquent, il n'y a plus d'autorité parentale qui vaille, quoi. Donc, malheureusement, bon. Peut-être parler de la prescription. C'est quoi la prescription pour les cas d'inceste ? C'est 30 à partir de 18 ans. Et on réclame l'imprescriptibilité, c'est dur à dire. Quel intérêt ça aurait que ce soit imprescriptible ? Alors, c'est une question qu'il faudrait... Peut-être que ça n'aurait pas d'intérêt, d'ailleurs, je ne sais pas. Je ne dirais pas ça, parce que je pense que c'est l'intérêt essentiel. Parce que, alors moi, je vais tuer le suspense. Je ne suis pas favorable à l'imprescriptibilité. Mais j'entends nombre de mes clientes, beaucoup de victimes, dont je respecte tout à fait le souhait, qui aimeraient, à titre symbolique, une imprescriptibilité. Il n'y aurait pas d'utilité pratique, c'est ça que vous voulez dire ? De mon point de vue, non. Je pense qu'il y a un travail beaucoup plus important à faire sur la manière de faire preuve de l'inceste, sur la manière d'accélérer les procédures pour sortir les victimes de l'emprise quand elles parlent, parce que la réalité, de mon point de vue, et du point de vue statistique, je pense, c'est que les victimes parlent en fait en temps et en heure. Mais ce qui ne va pas, c'est ce qui se passe ensuite. Et c'est là que c'est grave. Et peut-être, moi je me disais, mais alors c'est une piste de réflexion, sortir l'inceste finalement de la catégorie des violences sexuelles. De mon point de vue, c'est quasiment un crime contre l'État. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui doit revenir de la chose publique, parce que on viole pas seulement ces enfants. L'inceste et une agression sexuelle, c'est deux choses différentes, quoi. C'est deux choses différentes. Et d'ailleurs, ça permettrait de mieux prendre en compte des incestes où, finalement, c'est pas les violences sexuelles qui sont les plus prégnantes, mais où il y a d'autres choses qui relèvent totalement de l'inceste. Julien, je trouve acquiescé. Oui. Alors, j'avais pas réfléchi à ce crime contre l'État, mais ça permettrait de défocaliser de l'acte sexuel, en fait, finalement, et c'est quelque chose que j'ai pu observer pendant mon enquête, c'est que l'instruction était obsédée par les actes, et chaque interrogatoire, chaque confrontation, ça revenait sur les faits, comment ça s'est passé, combien de fois, quelle position. C'était quelque chose qui était absurde et écœurant à force de lecture, et ça affaiblissait d'ailleurs l'interrogatoire et l'enquête.
Il y a tellement d'éléments autour de l'acte sexuel, le contexte incestuel dont on parlait, qu'on évoquait tout à l'heure, qui ne sont pas pris en compte. C'est peut-être justement parce qu'on considère l'acte incestueux comme une agression sexuelle parmi d'autres, avec sa petite spécificité que c'est entre deux personnes d'une même famille. C'est ça. Allo Frelon dans le chat, quid du sentiment de culpabilité des victimes? Pourquoi elles collent tant aux victimes et souvent moins aux agresseurs? Parce que je pense que ça fait partie du mécanisme de l'agresseur de ne pas se sentir coupable de faire ce qu'il fait, sinon il ne le ferait pas. Ensuite, pourquoi est-ce que les victimes se sentent coupables? Peut-être qu'Élodie a peut-être plus de choses à dire que moi là-dessus. Ce qu'on observe, nous, c'est qu'elles se sentent coupables parce que on leur renvoie toujours des mécanismes de pensée qui sont totalement culpabilisants, en fait. C'est-à-dire, pourquoi tu n'es pas parti? Mais pourquoi tu es retourné? Mais pourquoi tu n'as rien dit? Et quand même, finalement, aujourd'hui, tu as 18 ans, tu n'arrives toujours pas à dire que c'était de l'inceste. Tu dis que tu aimais ton papa, tu aimais ton cousin, tu aimais ton oncle. Elles sont culpabilisées, donc elles culpabilisent. Et elles le savent, et tout ça, c'est intériorisé d'emblée. On vient leur faire croire que c'est finalement de leur faute, c'est de leur faute, qu'elles ont cédé finalement, et que peut-être qu'au fond elles le voulaient un petit peu. Tranche, dans le chat, ma question est nulle, je le savais, mais non, j'ai vu ta question, Tranche. Alors, Tranche pose une question. À quel point les progrès et les avancées faites dans le traitement policier, judiciaire, médiatique des crimes pédophiles peuvent être mis en lien avec le traitement de l'inceste? Est-ce que mieux traiter les crimes pédophiles, c'est nécessairement mieux traiter les crimes incestueux? On a répondu en partie. C'est deux choses différentes. Alors, ce sont deux choses différentes. Il y a des ressemblances, il y a des similitudes, mais ce sont deux choses différentes. Et je ne suis pas sûre que le traitement de l'un et de l'autre gagne à être finalement amalgamé. Si on doit faire deux catégories pour bien les distinguer? Moi, je pense, parce que y a beaucoup d'agresseurs incestueux qui ne sont pas pédocriminels au sens où on l'entend aujourd'hui, même s'ils s'en prennent à des enfants, à des mineurs, etc. Leur dynamique, c'est pas celle-là. C'est vraiment c'est autre chose. Oui, pour préciser, c'est pas la même dynamique. Faut peut-être développer, parce que c'est d'un point de vue psychiatrique, la pédophilie est une paraphilie et c'est une attirance exclusive pour les enfants prépubères. Et c'est peut-être de ça dont veut parler l'internaute précisément. Tandis que les incesteurs ont souvent une sexualité avec des adultes banale et s'en prennent pour autant, même parfois très régulièrement, aux enfants. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment deux phénomènes très différents, et je pense que ce serait une erreur effectivement de les amalgamer, parce que c'est pas les mêmes dynamiques. T'as passé, tu as écrit ton livre en 1 an, je pense, en 2 ans? J'ai passé 2 ans et demi, 3 ans. Enfin, après, il y a des temps où on ne travaille pas, mais les temps où on ne travaille pas, on travaille quand même finalement. Il y a eu plusieurs versions. Enfin, je l'ai écrit. Ça m'a pris du temps, bien sûr. J'ai passé quelques mois à interroger toutes les personnes, presque, en tout cas celles qui ont bien voulu me répondre du dossier, et pour ensuite avoir la matière et pouvoir rédiger ce livre. Est-ce que tu as des portes qui sont restées fermées? Oui, le ministre de la Justice n'a pas voulu me répondre, puisqu'il était l'avocat en partie civile. Éric Dupond-Moretti. Voilà, tout à fait. Qui était l'avocat de Denis Ménochet. Non, qui était l'avocat de Virginie et Betty. Pardon. Mais alors justement, c'est très intéressant que tu fasses cette erreur, parce que... Oui, parce que c'est lui qui défendait le concept d'inceste consenti, me semble-t-il. Voilà, en duo avec son confrère de la Défense, Hubert Delarue. Ce qui s'est passé, très, très concrètement, cette procédure s'enlisait depuis des années. L'homme a finalement été renvoyé devant une cour d'assises pour viol sur ses filles. Et Virginie et Betty, qui étaient revenues sur ces dénonciations, encore une fois happée, manipulée par son père, qui lui a en fait plus ou moins fait du chantage affectif pour qu'elle change d'avis et qu'elle le défende. Donc l'avocat du père a conseillé des avocats pour les filles qui, en partie civile, souhaitaient défendre leur père. Donc ça faisait finalement une sorte de dévoiement de la partie civile pour arriver en défense. L'avocat du père, Hubert Delarue, a proposé
quelques noms d'avocats à Virginie et à Betty, qui ont choisi Éric Dupond-Moretti, qui s'est mis en connexion avec Hubert Delarue, et ils ont construit ensemble une défense autour du consentement à l'inceste, en fait, que finalement la relation entre Virginie et Denis était une relation normale dont était issu un enfant qui était heureux, qui vivait une vie et un développement d'enfant normal, qui avait une éducation, une instruction tout à fait raisonnable. Et Betty est venue rajouter là-dedans, donc voilà, à l'encontre de son discours de base, mais c'est extrêmement fréquent dans les dossiers d'inceste que des victimes reviennent sur leur déclaration. Et la justice, ça ne l'a pas tant dérangé que ça. Voilà, la juge d'instruction a essayé de lui faire revenir dessus, mais ça n'a pas fonctionné. Parce qu'en fait, on ne s'est pas intéressé à l'emprise que le père avait sur la fille. Et on a juste essayé de lui faire cracher le morceau dans le cabinet du juge d'instruction en disant mais dis-le qui t'a violé. Et elle, pendant ce temps-là, elle vit une vie. C'est une jeune femme paumée qui cherche finalement une famille et à qui on dit si tu te retournes contre ta famille et que tu vas du côté de la justice, tu seras seul, tu vas tout perdre. Mais c'est exactement ce qui s'est passé pour Betty. Et c'est exactement pour ça en fait, qu'elle a pris le parti de son agresseur et que tous ensemble, Virginie, Betty, Denis Manché et leurs avocats ont pu plaider le consentement à l'inceste, l'amour incestueux et in fine défendre le concept d'inceste heureux. Il faut pas oublier que parler pour une victime d'inceste, c'est prendre le risque de tout perdre, c'est prendre le risque de déclencher une vendetta, vraiment. C'est extrêmement courageux parce que c'est particulièrement difficile et notre société doit à ces victimes en particulier une meilleure justice et un meilleur traitement. Pour moi, c'est inhumain de leur dire parlez. C'est pour ça que pour moi, c'est pas la question, la prescription. Oui, parlez, il faut parler, voilà, c'est bien. Et après, démerdez-vous. C'est absolument insupportable comme injonction quand on voit la façon dont elles sont traitées dès qu'elles parlent. Encore une fois, qui parle dans ce dossier, c'est Betty. Elle a 18 ans. Une fois qu'elle a parlé, elle n'a aucun soutien, ni psychologique, ni judiciaire, ni aucun matériel, soutien financier. Elle est seule, elle rencontre un type avec qui elle se met en couple. Heureusement, elle est aidée par la famille de ce type, mais elle est complètement lâchée par sa sœur, qui est au soutien de son père. Ses frères sont mineurs placés en foyer, donc elle est absolument seule. Et elle ne met pas un an à revenir sur ses aveux parce qu'elle est culpabilisée par son père, qui arrive à la manipuler par le biais de sa sœur. Et je pense que si la justice avait soutenu Betty, si la justice également avait aidé Virginie à sortir de cette emprise, Denis Manché, il aurait fait 2 ans de détention provisoire, il aurait pris 15 ans ou 20 ans en cour d'assises, et il n'aurait pas tué Virginie en 2014. Alors tout le monde n'a pas lu ton livre, que je conseille vraiment. C'est écrit de la bonne manière, avec une plume élégante, et c'est un livre dur, évidemment. On parle d'inceste sur 288 pages, ce me semble. Mais c'est un livre que je conseille à tout le monde. C'est pas sordide du tout. Et c'est un vrai boulot de journaliste. Et je perds la question que je voulais te poser, mais qui ne va donc pas me revenir. Sur cet aspect-là, je me suis vraiment forcé de ne pas faire un livre trop écœurant, puisqu'on a des faits qui sont très 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 difficiles, justement. Et il fallait prendre de la hauteur. Je reviens des années plus tard avec un livre, donc c'est pas pour faire dans le voyeurisme. Non, et ma question est revenue. Et donc ça va. Tout le monde n'a pas lu ton livre. Il y a 2 frères dans cette histoire. Ils sont devenus quoi, ces 2 frères? Ils font partie de ce système aussi. Ces 2 frères, oui, c'est quelque chose qui est très très important à souligner, je pense, parce que déjà dans les émissions qui ont évoqué cette affaire, ils étaient complètement absents, un peu de leur faute puisqu'ils n'ont jamais voulu en parler, mais quand même. Les frères les 2 frères, donc Tony et Dimitri, qui ont ils sont terrorisés ou ils sont sous emprise, ou ils sont absolument terrorisés par ce que peut leur faire leur père, parce qu'ils savent qu'il peut les tuer à tout moment. Il a des armes à feu, il tire sur les animaux de compagnie, il leur fait faire des choses affreuses, il les bat plusieurs fois par semaine. Ils savent très bien que ce type qui est physiquement très impressionnant peut les briser d'un seul coup. Donc quand ils ont compris que ce père, finalement, il arrive à mener sa barque et à un peu berner la justice, c'est motus. Ils arrêtent complètement de parler parce qu'ils avaient commencé à dénoncer des petites violences. Et puis finalement, ils s'arrêtent complètement. Et puis, il est relaxé. Il est acquitté des violences qu'il avait commises contre eux. Et finalement, c'est qu'en 2018, à la cour d'assises d'Évreux, lorsqu'il est jugé pour l'assassinat de Virginie, que là, les 2 frères vont parler, vont décrire les violences atroces qu'ils ont subies, qui relèvent des actes de torture et de barbarie. Ouais, ça, c'est un autre aspect très important et qu'on retrouve souvent
dans les affaires d'inceste, de même que les violences à l'encontre des animaux domestiques servent à maintenir la terreur. Chers amis, 18h58 passé de 20 secondes, c'est quasiment l'heure de nous quitter. C'est l'heure du mot de la fin ou du mot de la suite, maître? La suite, eh bien, nous espérons, nous croyons que nous allons un jour vivre dans une société où l'inceste sera traité comme il se doit. Voilà. Et je pense très fort à toutes les victimes ce soir. Merci Élodie, toi Yvon Ibon, Julien Mukeli, le mot de la fin, le mot de la suite. Moi j'invite mes confrères et mes consoeurs à traiter l'inceste comme il se doit, c'est-à-dire non comme un fait divers sensationnel, mais comme un système qu'il faut décrypter et expliquer à nos concitoyens. Merci Julien. Christagre dans le chat. On ne va pas répondre à ta question parce que l'heure tourne. C'était Bernet trompé du la justice. Est-ce qu'il y a une définition de l'emprise en termes juridiques? Qu'est-ce qui fait preuve de l'emprise? C'est dur à prouver et ça n'est pas défini dans le droit. Juridique. 19h tout pile quasiment. Merci chers invités, merci à tous les deux. Merci à vous. C'est la fin de ce stream, chers amis. Merci d'avoir suivi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis dans le chat. Merci de continuer à nous faire confiance. Merci à Stéphanie Berlu au visuel. Merci à Jérémy à la modération. Merci à toutes celles et ceux qui œuvrent avec courage, patience, bonne humeur derrière la grande vitre de la régie. Une grande vitre pour de grandes âmes qui nous donnent le cadre, le son, l'image de Pixel. Merci à Jules Drin, merci à André, Lucas, Florence, Cyril. Merci à JR. Ces 2 heures de talk, vous les retrouvez dans un instant en replay sur Twitch, sur YouTube et sur franceinfo.fr. Pour ceux qui aiment le son, par exemple celui de la maison et de la radio, ceux qui veulent le réécouter avec les oreilles, c'est un service public et c'est gratuit. Vous le retrouvez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France, Nous, on se retrouve jeudi prochain. Pas vraiment de bonheur, mais certainement de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée. À toutes et tous, salut.